parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Raymond, ton émission est commencée. OK, je pense qu'il y avait l'intro Non, musique j'ai pas que eu le temps. j'attendais. J'ai pas eu le temps de la C'est mettre. correct. Fait qu'on va commencer tranquillement. J'avais le choix entre ça ou t'as pas de StreamYard. Non, c'est correct. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Jean Ferguson, ou Jean Ferguson. Il a écrit plusieurs livres. Il a écrit un livre qui s'appelle « Tout sur les secours volantes ». Je vais commencer avec ce livre-là. Il a écrit un autre livre aussi qui s'appelle « Les humanoïdes ». Les cerveaux qui dirigent les secours volantes. Il a écrit un autre livre qui est Énigme du temps. Fait qu'on va commencer par le petit livre que j'ai devant moi. Que si je le monte à la caméra, peut-être trop loin, j'imagine. On le voit? Non? Oui. OK. Mais de toute façon, j'ai fait un live tout à l'heure sur l'insolite et l'étrange. J'ai montré les livres que j'avais là. C'est ce livre. Je commence avec ce livre-là, justement. Je vais parler des cas du Québec, parce que, bon, dans ses livres, il parle beaucoup de cas au Québec, partout au Canada, il en parle, en tout cas, partout dans le monde, mais je veux vraiment faire une émission de radio sur les cas d'OVNI au Québec. Et voilà. On commence. Coleraine, qui est proche de... J'ai un blanc de mémoire, qui est proche de Thetford Mines. Je vais essayer de vous résumer ça le plus vite, le plus... pas le plus remède... Voyons, j'ai de la misère à parler. Oui, c'est ça. Je vais essayer de vous résumer ça. Sinon, il y a des textes au complet que je vais lire, parce que je ne peux pas faire autrement. Puis, vous m'excuserez, je fais vraiment pas, OK? Je ne compterai pas en histoire qu'est-ce qui m'arrive, là, mais on va dire comme... Je me sens comme un deuil, mais il n'y a personne qui est mort autour de moi. Mais je me sens, en tout cas, je me sens pas bien. J'ai le visage triste. Je vais faire mon gros possible pour faire mon émission de radio. Coleraine, secteur proche de Thetford Mines, c'est un endroit où il y a beaucoup d'amiante, de l'asbestos, qu'on appelle. C'est un endroit aussi qu'on trouve une qualité de magnésium, une très belle qualité de magnésium. Fait Coleraine, j'ai pas l'année, je pense à ça. L'année n'est pas marquée. Attends un peu, je l'ai vu tout à l'heure. 53, j'ai pas l'année, comme ça, j'ai pas l'année, je l'ai vu tout à l'heure. En tout cas, c'est un cas assez connu. Le 10 juin dernier, mais c'est pas dernier, 2025, là, un garde-feu dans la région de Coleraine, dans les cantons de l'Est. Il dit canton de l'Est, mais je trouve que c'est plus centre du Québec un peu, en tout cas, bref. Découvrez dans un champ près du lac Saint-François un immense trou de 25 pieds de diamètre sur 10 pieds de profondeur. Intrigué, il fit part de la présence du trou aux autorités policières de l'endroit. Ceux-ci aidèrent le centre de recherche Proxeter de Thetford Mines. Proxeter, c'est un groupe ufologique de recherche. Attends un peu, là j'ai perdu mon... OK. Intrigué, il fit part de la présence du trou aux autorités policières de l'endroit. Ceux-ci aidèrent le centre de recherche Proxeter de Thetford Mines, dirigé par notre bon ami André Roy, à établir la source ou l'origine du phénomène. Après quelques investigations, il apprit qu'un citoyen de la région avait fait sauter près de 40 caisses de dynamite.
Le SRPM se rendu sur les lieux et chercha à retrouver le citoyen en question. C'est un organisme de recherche. La police réaffirma sa position sur la dynamite. Attendez un peu. Là. J'ai de la misère, puis il fait noir, ça me prendrait de la lumière, puis j'en ai pas. La police, c'est ça, a été sur les lieux pour faire enquête. Puis ils n'ont pas pu donner des renseignements pour ce trou mystérieux-là. À quelques jours, André Roy et une équipe d'hommes de son centre firent vider le trou de son eau, parce que le trou s'est rempli d'eau. Hein. Ils ont aspiré plus de 10 000 gallons d'eau. Fait qu'on s'entend qu'il y avait bien de l'eau pas dans le fossé, mais dans le trou. Au fond, on trouva plusieurs poissons morts. Les autorités de Proxeter rapportèrent à Québec des échantillons de roches et d'eau trouvés dans le cratère. Laissés à l'Université Laval pour expertise, c'était l'entente. Entre-temps, André Roy mit la main sur le dynamiteur. Ce dernier expliqua qu'il avait fait sauter de la dynamite dans le dépotoir du village et que la police lui avait dit d'aller ailleurs. Il termina, selon lui, son boulot au lac Saint-François. Mais, dit-il, j'ai enterré les caisses et vous ne retrouverez rien car j'ai tout détruit. Plusieurs points sonnent faux. D'abord, pourquoi que la police retrouve-t-elle un dynamiteur à la dernière minute quand, à Radio-Canada, le SRPM s'est fait un devoir d'informer la population sur la bizarrerie de la chose? Deuxièmement, pourquoi enterrer les caisses alors qu'il a eu été moins fastidieux de les jeter dans le cratère puis de le remplir? Puis, ce fut le coup fatal porté par les spécialistes de Laval. L'analyse chimique de l'eau et des roches fut définitive et sans appel. Aucune trace de dynamite. Le rapport conclut météorite ou objet de source inconnue. Malheureusement, il est impossible d'aller plus loin. Aucune trace de météorite ni d'autre chose. Sur les lieux, un énorme trou, de la vase éparpillée à plus de 200 pieds, des arbres fouettés dans la même direction. OVNI, 3 petits points, certains le pensent. Il faut ajouter en pensant que cette région des Cantons de l'Est est infestée d'OVNI depuis 1968. J'ai de la misère avec le mot « infesté », mais oui, c'est vrai. Puis encore en date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes OVNI dans ce coin-là. Il y a beaucoup de vortex, mais je n'ai pas le bon mot, de portes interdimensionnelles qui rouvrent dans ce secteur-là. Thetford Mines, Coleraine, Saint-Joseph, de Coleraine. Après ça, on arrive en Beauce, un peu plus au nord-est. Secteur d'Asbestos, là, Danville, c'est des coins qui est réputé pour du phénomène OVNI. Puis on parle d'objets volants non identifiés, on parle, c'est pas ça que je voulais dire, mais on parle d'OVNI, on parle de rencontres du troisième type, ça veut dire que des êtres qui auraient sorti de l'OVNI pour aller chercher des échantillons de magnésium. Parce que sont intéressés par le magnésium, ils ne sont pas intéressés par l'amiante proprement dit. OK, j'essaie de voir où est-ce que je t'ai rendu. Bon, t'en as un petit peu, me parler un peu, parce que je ne veux pas que ça coupe, parce que là, on s'en va un peu plus loin, parce que là, c'est ça. Là, on passe sur un autre cas, puis c'est pas au Québec, là. Fait que... Je suis rendu là. Ouais, fait que c'est ça. Région de Thetford Mines, Saint-Joseph de Coleraine, il y a eu beaucoup de cas. Des gens qui voient des lumières dans le ciel. Il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « Je vois des centaines et des centaines, il dit c'est comme des étoiles filantes, mais ce n'est pas des étoiles filantes, c'est vraiment des objets, mais brillants comme une étoile filante, se promènent dans le ciel de Thetford Mines, dans le ciel de Coleraine. Ça descend dans les carrières d'asbestos. Puis tu as le lac Caribou aussi, la montagne Caribou qui est là. Fait qu'il y a plusieurs objets qui semblent descendre soit dans la carrière ou proche de la montagne. Assez que les gens appellent, dans ce temps-là, la Sûreté provinciale, aujourd'hui c'est la Sûreté du Québec, pour aller enquêter. Mais la police sont témoins qu'il y a des phénomènes étranges dans ce coin-là. La police a été témoin d'objets non identifiés dans les alentours de Thetford Mines. J'ai mis la page 110, puis là, je suis en train de me demander comment ça fait que j'ai écrit 110, parce que là, je lis, puis je trouve pas. Ah, Seigneur, ça, c'est bien moins ça. Caroline, que j'ai de la misère. Bon, on va aller
Un autre cas. Je suis bien dans le bon livre pourtant. OK. 29 juillet 1971, à Saint-Odile, c'est région sud de Rimouski. Des centaines de citoyens observent dans le ciel des objets volants non identifiés. La semaine dernière, 2 objets de même apparence avaient été vus dans la région et depuis, le poste radiophonique local CJBR, dans ce temps-là, n'a cessé de recevoir des appels de personnes qui disent avoir bel et bien vu dans le ciel des objets lumineux qui se comportent bizarrement. Selon différents témoignages, il s'agit de points lumineux, parfois rouges et parfois verts, qui se meurent de gauche à droite, tout en clignotant. Déjà dans le journal Le Soleil du 22 juillet 1971, on trouva un long reportage mentionnant l'apparition de soucoupes-volantes dans le ciel qui ont semé l'émoi dans la population de Rimouski. L'affaire, une des plus intéressantes de ces dernières années, se présente comme suit. Entre 23h et 2h du matin, la station radiophonique CJBR reçoit de nombreux appels signalant d'étranges objets de forme ronde et clignotant sans caisse en divers points du ciel. Des témoins oculaires les situent sur le fleuve à la hauteur de Saint-Barthélemy, au-dessus de Saint-Odile, du Sacré-Cœur et du Bic. Il n'est pas inclus qu'il a été à tout... Attends un peu, là, si j'ai la misère. Il n'est pas exclu qu'ils aient été à tous ces endroits à la fois et la description ne varie pas d'un témoin à l'autre. Ça tourne et c'est rouge comme du feu avec des rayons verts et bleus qui clignotent autour. Une grande partie de la population de Rimouski s'est empressée d'observer le spectacle, mais ces gens ne furent pas les seuls. Des témoignages arrivèrent aussitôt de la Côte-Nord, ça c'est l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, en particulier des grandes bergeronnes, où on distingua les objets en question à hauteur de Rimouski. Fait que ça veut dire, en fin de compte, que les gens de la Côte-Nord, l'autre côté du fleuve, voyaient les phénomènes du côté de Rimouski, les lumières dans le ciel, puis tout ça. Les objets lumineux restaient stationnaires, ce qui exclut absolument des avions et encore moins des satellites artificiels auxquels rumeur M. Michel Champagnat, chef du département de physique au Centre d'études universitaires de Rimouski, a fait un sort en précisant que les satellites parcouraient d'habitude l'arc-en-ciel en 10 minutes et qui ne pouvait en aucune façon être géostationnaire. Fait qu'en fin de compte, tu sais, donc on s'entend, dans ce temps-là, il n'y a pas de drone. Hein? Fait que c'est pas des avions, c'est pas des satellites, parce que satellite, c'est dans l'espace. Hein? On s'entend dessus, là? Fait que les témoins voient quelque chose dans le ciel. Ça reste sur place, ça ralentit, ça l'accélère. Fait qu'on va exclure que c'est pas des satellites. C'est pas des feux follets non plus. Tu sais, les gaz de marée, de toute façon, pas à cette hauteur-là. Là. Un correspondant de Québec, un professeur à Bécomo, a fait parvenir quelques jours plus tôt le témoignage suivant. 28 juillet 1971, il est 21h30. J'arrive à l'arrière du château Frontenac par le parc Victoria. Je regarde au-dessus de Lévis et j'aperçois un disque très brillant, rouge fer, porté au vif, qui descend tranquillement, vraisemblablement en arrière de la ville de Lévis, de l'autre côté du fleuve, dont à environ quelques milles de ce témoin-là. L'objet disparaît totalement et laisse une traînée de fumée blanche, opaque. Je suis ébloui. Je regarde en bas sur la terrasse, croyant que tous les gens qui sont là regardent le spectacle. Il y a environ 150 personnes qui marchent et parlent et semblent ne rien avoir vu. Peut-être parce que peu regardaient dans la même direction que moi. Je descends l'escalier du parc à la terrasse. Seul un couple de jeunes Américains ont vu l'objet. Ils restent figés, les bras croisés et attendent encore que le phénomène réapparaisse. Est-ce que ça continue après? Journal à Montréal.
J'ai pas d'informations. Non, c'est pas assez précis. OK, je vais juste regarder mes notes. Ouais, c'est ça. Faut que je continue. OK, on s'en va là. Faire une petite parenthèse. Secteur de Lévis, secteur de Québec, à l'heure actuelle, en 2025, il y a beaucoup de phénomènes ovnis dans le secteur de Québec, centre-ville, Château-Frontenac, Tussaud, Sillery, Sainte-Foy, Vanier. Valcartier, qui est le centre de recherche de l'armée canadienne. Il y a d'autres divisions de l'armée canadienne qui est là aussi. C'est tout un secteur qui a beaucoup de phénomènes ovnis. Des gens voient des objets volants non identifiés. Ça n'atterrit pas, mais c'est juste comme des cas du premier type qu'on appelle, ou de deuxième type, que l'objet est très proche des témoins. Tout ça pour dire que c'est un secteur que, oui, il y a beaucoup de phénomènes encore aujourd'hui. Secteur de Rimouski, secteur de la Côte-Nord, surtout de la Côte-Nord, puis là, en montant vers Bécomo, Sept-Îles, Maïgan, il y a beaucoup d'ovnis qui a été rapportés, des ovnis qui sortent du fleuve Saint-Laurent ou qui plongent dans le fleuve Saint-Laurent. Des boules de lumière, en fin de compte, c'est très mystérieux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les mines de fer au nord de cette île qui rapportent des lumières étranges dans la forêt au nord de cette île, assez loin même. Je n'ai pas il me manque l'information précise pour vous dire où exactement. Mais il y a beaucoup de phénomènes bizarres. Il y a beaucoup de cas aussi de Sasquatch. L'abominable homme des neiges, un Yeti, un Chewbacca, qui a été rapporté au nord de cette île, puis en montant vers le nord. C'est assez mystérieux. On sait aussi qu'il y a une base mobile de l'armée canadienne et américaine qui sont situées là. Parce que les gens de cette île voient souvent des véhicules se promener en ville, style Yukon, Suburban, noir, vite fumé, on ne voit pas à l'intérieur. C'est pas marqué militaire, là. C'est des camions noirs, sont plaqués gouvernement ou autre. Des fois, il n'y a rien. Des gens habillés, vraiment en civil, oui, mais en tenue de ville. Je ne peux pas dire que c'est des hommes en noir comme tel, mais ils sont habillés, chemise, cravate, veston, pantalon très propre, des souliers en cuir. Ça reste très mystérieux. Il y a des gens qui me disaient aussi qu'ils se promènent en ville et des fois, il y a des hélicoptères qui arrivent, attachent les Suburban, partent avec le camion, puis ils les transportent justement au nord de cette île où il y a une base qui est là. Pourtant, il y a des chemins forestiers qui vont jusqu'à là. C'est ça qui est assez mystérieux. OK, là, je suis rendu là. Je suis rendu ici. Il se passe quelque chose de bizarre parce que j'ai noté les pages des livres, puis pourtant, je suis bien dans le bon livre, puis on dirait que ça marche pas en tout. Ça, c'est bien bizarre. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive. Il y a des gens de Sillery. Je vais commencer comme suit. Un des témoins, M. J. René Guy de Sillery, quartier de Québec, a confessé qu'il était incrédule, qu'il voit lui-même un mystérieux véhicule. On parle d'un ovni. Il est 20 heures. M. Guy quitte en auto le centre commercial Laurier, place Laurier. Il doit s'immobiliser sur le boulevard Laurier, près de la rue Jean de Kem, quand soudain son épouse, qui observe quelque chose depuis quelques instants, s'inscrit. René regarde à gauche un objet lumineux dans le ciel. Les deux témoins sont à la fois curieux et profondément étonnés. Ils observent sans croire leurs yeux. L'objet est long et très lumineux et il semble se diriger vers l'automobile de M. Guy. Celui-ci, croyant que son véhicule va être écrasé, s'inquiète, mais l'objet lumineux s'immobilise brusquement à quelques 50 pieds au-dessus du véhicule. Sans demander le reste, les deux observateurs descendent de leur automobile et se précipitent vers une boulangerie tout proche. Ils s'empressèrent d'expliquer aux gens qui sont là ce qu'ils viennent de voir et ceux-ci, effectivement, aperçoivent aussi l'étrange chose qui se mise en mouvement et se dirige vers le nord. M. Guy précise que l'observation a duré environ 10 minutes, assez longtemps pour qu'il puisse distinguer nettement que l'objet semblait protégé par un grillage comme une sorte de filet métallique et qu'après s'être immobilisé sur son auto pendant quelques minutes et l'objet s'est élevé assez rapidement à 150 pieds devant eux.
Il y a un témoin aussi qui roulait sur l'autoroute 20 en direction de... qui revenait de Montréal. Un automobiliste vit la même chose, 21h45 à Saint-Apollinaire. Ça, c'est fait. 2 juillet 1948, vers 2 heures du matin. Il y a des très vieux cas dans le livre que je vais dire. Des fois, c'est des années 30, des fois, c'est des années 40, des fois, c'est, mettons, les années 50, 60. Mais c'est des cas très intéressants. Et puis, pour quelqu'un qui est comme moi, qui archive beaucoup de dossiers sur le phénomène ovni, c'est intéressant parce qu'il y a des cas que, c'est bon, 1948, à quel endroit, puis toi, tu as vu une créature, toi, tu as vu un vaisseau. Tu sais, on peut faire plusieurs liens que dire, bon, en Abitibi, dont le lac Caribou, dont le lac La Pause, que tout à l'heure, je vais en parler. C'est intéressant de suivre les liens de où est-ce qu'il y a eu des cas d'observation d'OVNI. Puis, ça m'aide, en fin de compte, à dire, bon, en Abitibi, il y a des mines de Ti, il y a des mines de lithium. Ça donne des indices que peut-être sont intéressés à certains secteurs. 2 juillet 1948, vers 2 heures du matin. Des centaines de Val-d'Oriens, le nom me fait rire, Val d'Or, mais Val-d'Oriens, furent témoins du passage de plusieurs soucoupes volantes. D'un rouge pourpre, évoluèrent dans un balai fantastique au-dessus de la ville de Val-d'Or. J'ai recueilli des dizaines de témoignages. Ça, on parle de l'ufologue décédé Jean Ferguson. J'ai recueilli des dizaines de témoignages sur cet événement qui bouleversa profondément la localité. Les zigzags foudroyants, le nombre des objets, leur luminescence, pas du tout pareil à celle de nos lumières, comme, mettons, des avions. Leur mouvement est assez spécial dans le ciel. Leur descente qui permettrait de faire des comparaisons avec les toits des édifices, châteaux, hôtels, c'est vraiment pas ça. Là. C'est vraiment, il y a quelque chose d'unique qui se passe dans le ciel. Une très vieille dame de 85 ans, désirant garder l'anonymat, m'a aussi raconté que vers les années 1938, au moment de la fondation de Val-d'Or, elle avait vu passer plusieurs soirs de suite, à la même heure, 20 heures, une boule de feu qui faisait un bruit comme le suintement de soie sur le dos de la main. Tu sais, quand tu te passes, mettons, je sais pas, une couverture de soie sur ta main, ça fait un drôle de son, là. Un chasseur, son nom est anonyme, le 7 octobre 1970, avec un ami, il chassait l'orignal vers 2 heures du matin. Ils décidèrent de partir pour Val-d'Or, abandonnant leur poste de chasse comme ils étaient dans la région du Lac-Clair, 35 000 environ de Val-d'Or. Ils poursuivirent leur route en voiture pendant 5 minutes quand le conducteur fut surpris par la soudaine clarté qui était autour de lui. La lune était bien forte ce soir-là, dit-il à son compagnon. Celui-ci baissa la vitre et se pencha sur la portière de la porte. Il se retira vivement et exhorta aussitôt son camarade à jeter lui aussi un coup d'œil à l'extérieur pour regarder le ciel. À peine 100 pieds au-dessus de ma voiture, il y avait un Pontiac 1968, une sorte de lumière grosse comme une maison et de toutes les couleurs. Ça faisait aucun bruit, mais ça chauffait le visage. Ça faisait que l'objet était assez proche des témoins. Je vais juste me prendre une pastille, là j'ai comme de la misère, comme d'habitude. Ça veut dire que, dans le fond, si je comprends bien, si tu dis que ça chauffait le visage, c'est que ce truc-là irradiait quelque chose de quand même puissant. Non seulement une lumière, mais... Ouais. Soit un champ magnétique qui était assez fort, ou peut-être de la radiation, je ne sais pas, je suis peut-être un peu plus loin dans mon texte, je vois là, peut-être ils vont peut-être le dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça, il faut que l'objet soit assez proche, et puis pour qu'il sorte une chaleur comme ça. Un certain sentiment de peur s'empara du conducteur, qui accéléra, quoique ce fut difficile à cause du gravier sur la route. Mais la chose continuait de les coller. Ça veut dire que l'OVNI continuait de les suivre. La chaleur augmenta. Les deux hommes pleins de panique décidèrent d'arrêter la voiture et de se précipiter dans le fossé. L'objet fit alors un brusque écart, passa à quelques pieds au-dessus de l'auto
et s'éloigna à toute vitesse vers Val-d'Or. Mais les deux hommes ils ont revenu vers Val-d'Or parce que les deux hommes ils ont décidé de... On rembarque dans la voiture pour retourner chez eux. Sachant que je m'intéressais au problème des ovnis, ils me contactèrent dès le lendemain et me montrèrent les cloques sur le capot du véhicule comme si on avait brûlé au chalumeau. Les deux hommes avaient sur le visage et les mains des traces d'un violent coup de soleil. Ça me fait penser un peu au film Rencontre du troisième type. Le Mexicain, à un moment donné, il parle en espagnol, puis bon, ça a été traduit. Là. À un moment donné, quand les scientifiques là, de la NASA, on va les appeler comme ça, enquêtent, parce que bon, ils ont retrouvé des bateaux en plein désert, puis ils ont retrouvé plein d'affaires. Il y a un Mexicain qui dit à un moment donné, qui dit « J'ai assisté à un soleil qui se couchait. » Puis le monsieur, la moitié de son visage était rouge, comme s'il aurait pogné un coup de soleil. Puis monsieur Druffaut, je pense qu'il s'appelle, il dit Dreyfus, c'est ça. Il dit, il y a un sunburn, il a pogné un coup de soleil, tu sais. Puis en fin de compte, c'est ça, le monsieur, il dit, le soleil est descendu dans le désert. Le soleil a chanté pour moi. Genre, je me mémore encore le monsieur, qu'est-ce qu'il disait. Mais tu sais, ça voulait dire que il y a un gros vaisseau qui a atterri dans le désert, puis le vaisseau a chanté pour moi, parce que on s'entend que dans le film, il y avait différents sons, là, dou, tu sais. En tout cas, bref, c'est un petit peu spécial, là. Mais c'est ça, je trouve ça très, très intéressant. Puis ça arrive des fois, pas au Québec comme tel, que des gens qui ont eu des coups de soleil, mais qui ont senti des chaleurs, des effets EMF, si je ne me trompe pas, des effets électromagnétiques sur les voitures. Puis moi-même, j'ai été témoin à un moment donné que, tu sais, ton auto est très proche d'un ovni. Et puis, il y a un champ magnétique extrême qui est là. Ton auto commence à avoir des ratés, elle peut s'éteindre complètement. Puis ça, on entend souvent des affaires ça. Il peut y avoir des pannes d'électricité, des baisses de courant, des interférences radio, télévision. Des fois, ça peut arriver. Mais je vois vraiment un lien aussi avec les entités qui se présentent à nous des fois. Tu sais, je parle de fantômes. Ouais. Il y a des fois cette... là, il était 30, si tu veux faire une courte pause. Ça tombe bien parce que je viens d'avoir comme une espèce de choc électrique. Là, je me sens pas bien. On va faire une courte pause. OK. On revient. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny avec notre forfait comme dans le sud. Imaginez, vous n'avez même pas à aller faire la file à l'aéroport. Notre forfait disponible en semaine inclut les repas, un massage, un crédit au bar et bien évidemment l'accès à l'atrium, la piscine, le spa et le sauna. Valide du 1er novembre au 18 décembre 2025 à partir de 699 $ par personne en occupation double. Réservez dès maintenant sur oiselière.com. Attention, personne ni aucune entreprise n'est entièrement à l'abri d'un drame, qu'il soit de cause naturelle, accidentelle ou criminelle. Si ça vous arrive, rassurez-vous, Calinette a des équipes spécialement formées pour effectuer les travaux de nettoyage appropriés pour chaque situation, même les plus dramatiques. Alors, peu importe la nature de l'imprévu et le moment, comptez sur Calinette pour intervenir avec efficacité et discrétion. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinette. Le leader après sinistre partout au Québec, 24/7. Votre toiture mérite les vrais experts. Chez Groupe DBL, nous sommes les spécialistes en toiture de bardeaux, toiture de membrane et d'élastomère, autant pour vos projets résidentiels que commerciaux. Depuis 3 générations, notre équipe s'assure de la qualité, de la durabilité et d'un service impeccable, du premier appel jusqu'à la fin des travaux. C'est encore le temps de réserver votre place. Appelez dès aujourd'hui Groupe DBL. Et assurez la tranquillité d'esprit de votre toiture. Groupe DBL. La référence en toiture à Québec. Passionné par la robotique, la formation continue du Cégep de Lévis vous ouvre les portes de la robotique. Apprentissage pratique, encadrement humain et cours sur robots Fanuc et KUKA. Vous pouvez aussi obtenir un diplôme en formule travail-études, réorientation ou perfectionnement. Développer des compétences recherchées dans un secteur en pleine croissance. Choisir le Cégep de Lévis, c'est propulser votre avenir en robotique. Et c'est plus que jamais le moment. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net,
Y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Netfret sec. Cherchez-vous une clinique qui est spécialisée en rajeunissement ou bien qui sait comment prendre soin de vous à la perfection? Alors vous êtes à la bonne place. Asna Médic est la clinique en médico-esthétique. Notre entreprise familiale vous propose tous les soins dont vous cherchez. Vous avez besoin d'un rajeunissement? On possède des technologies de lifting sans chirurgie et aussi des injections d'agents de comblement et de botox. On vous offre aussi des services d'épilation pour hommes et femmes, des soins de détente pour votre peau et plus encore. La première consultation est gratuite. Asna Médic sur Facebook ou visitez asnamédic.com. MGM Électrique. Booster de dynamisme. Quand ma femme est décédée, je me sentais perdu. Mais heureusement, j'ai été bien accompagné. Il y avait quelqu'un avec moi à toutes les étapes, à l'écoute. Pour me conseiller sans pression. Puis ensemble, on a pu donner vie à ses dernières volontés. Les coopératives funéraires vous accompagnent avec transparence et empathie avant, pendant et après un décès. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. Vous écoutez CJMD, la seule et unique radio de Lévis. Talk, rock, hip-hop et beat de club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et voilà, nous sommes de retour. Y avait-tu des questions? Tu vois-tu des questions? Parce que moi, mon moniteur est fermé, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois-tu ta face? Non. Non, le moniteur est complètement fermé devant moi. Ah, mon Dieu. OK. On va aller te régler ça. OK. Fait que tu vois pas s'il y a des commentaires. Ben non, j'ai pas eu le temps, mais étant donné que j'étais de l'autre côté Oui, dans ça, la station, j'ai pas eu le temps. OK, fait qu'on continue. Eu un cas tôt le matin à Macamic. Un cas étonnant, certes, mais un des mieux décrits qui me soit parvenu grâce à un couple d'amis instituteurs qui connaissaient la personne de l'observateur qui m'ont aidé à entrer en contact avec lui. Plein de détails très caractéristiques de la psychologie féminine qui mettent en relief la sincérité. Hey, je me disais ça, pas très excusez. Impossible d'avoir écouté son témoignage, de ne pas adhérer à la vérité que l'on perçoit en travers ses paroles. Ce qui suit. Début août 1968, 5 heures du matin. Lorsque je ne sais ce qui m'a réveillé, je me retrouvais debout devant ma fenêtre, regardant un énorme objet qui s'avançait vers notre demeure. Comme il pleuvait ce matin-là, il faisait très noir. Je vis une espèce de vapeur qui se dégageait tout autour de l'objet, ce qui me donna à conclure que cet engin-là devrait être très chaud. Et ces détails éveilla ma peur. Je ne commencerai pas à ouvrir la porte, ça va déranger. En moins de quelques minutes, nous étions une dizaine de personnes qui regardons avec stupeur cette soucoupe qui s'approchait de plus en plus de notre demeure. Il est à noter qu'elle suivait le tracé de la route. Parvenue à quelques pieds de notre demeure, elle tourna pour aller dans le champ voisin et en effectuant ce mouvement de rotation, elle coupa le ground, dernier fil électrique sur un poteau de transmission, ce qui causa un court-circuit qui brûla le poteau de transmission qui supporte les fils et tout ça. La soucoupe semblait disparaître à ce moment sous l'effet d'une grande explosion, laquelle ne laissa aucune trace ni bruit, si ce sont les dégâts aux installations électriques. C'est comme si l'avion, en fin de compte, serait passé dans une autre dimension. Son aspect pourrait correspondre à la forme d'un beurrier rond et elle était illuminée de lumière blafarde rouge et jaune surtout. Elle était très grosse, sa dimension pourrait être celle d'une grosse automobile côté grosseur. Elle ne faisait pas de bruit, sauf un bruit très... un léger son. Ah, voyons, je suis le point déterminé, ça ne marche pas. Ah, Seigneur!
Calice. C'est sûr, ça sortait, ça m'aurait fait du bien. Il est certain que la chose la plus étrange de ce témoignage, c'est la disparition de la soucoupe volante aux yeux des témoins. Mais c'est un fait admis maintenant que ces engins ont la possibilité, après un accident ou de quelconque, de disparaître comme ça. En tout cas, c'est assez bizarre. Dimanche, le 17 octobre 1971 à 18h. Un disque parfaitement rond, de teinte orange, s'était arrêté dans le ciel à quelques milles de distance de Saint-Adolphe d'Howard. Saint-Adolphe d'Howard, c'est dans les Laurentides. Il y a un radar, une station de radar de l'armée qui était opérationnelle dans ce temps-là. Et ce radar-là était très, très puissant, capable de détecter assez loin dans les Hautes-Laurentides jusqu'en Abitibi facilement. Fait que c'est un radar très puissant qui détectait jusqu'en une partie de l'Ontario aussi. Fait que ce radar-là détectait souvent des passages d'ovnis puis tout ça. Fait que l'OVNI de teinte orange et rouge survolait Saint-Adolphe d'Howard, survolait la forêt, mais il n'était pas tellement bas. Il n'était pas tellement haut, je veux dire. On le voyait parfaitement. Un disque orange sur le fond bleu du ciel. Un peu comme si vous mettriez un orange sur un tissu bleu. La jeune femme qui nous avait rejoint a affirmé quant à elle qu'elle voyait une sorte de sphère blanche, une nacelle sous le disque. Dans ce temps-là, les gens employaient des drôles de mots. Fait que le mot nacelle, ce que j'ai pu comprendre avec Jean Ferguson, c'est que c'est plus un disque avec un dôme, soit en dessous ou un dôme au-dessus. Les autres, ils disent une nacelle. Là. Le spectacle a duré de 8 à 10 minutes d'observation. Après 10 minutes, le disque a disparu. Pas en faisant un mouvement, mais en décollant. Il a disparu brusquement, c'est tout. Je pense tout simplement qu'ils ont éteint les lumières. Celle-là, ouais, c'est ça, il n'y a pas de détails. On va juste continuer. Parce que des fois, il y a des cas d'observation, mais il n'y a pas de date. Il dit juste, tu sais, l'école de Saint-Joseph. Fait que là, on ne sait pas si c'est dans le même coin ou quoi. Là. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux comme continuer et puis de passer à d'autres observations du livre. Val-Sonneville, à ce temps, on appelle ça plus Sonneville, puis Val-d'Or. 10 février 1971, entre 10h15 et 10h45. Il y avait un objet étrange dans les airs à très faible altitude sur Sonneville. Grosseur environ celle d'un petit avion. Apparence, durant les 15 dernières minutes, une lumière rouge qui s'allumait et s'éteignait alternativement et de façon continue. Ce passage d'un état à l'autre était beaucoup plus lent que Ce passage d'un état à l'autre était beaucoup plus lent que celui du clignotant d'un jet. Fait que c'est drôlement écrit. Fait que c'était pas un avion, parce que si on regarde les lumières qui clignotent après les avions, un peu comme un strobe, là, c'était pas exactement ça qu'ils voyaient. L'objet avançait en direction de Val-d'Or à une faible vitesse. Fait que là, on parle des témoins. Madame Thérèse Fortier, témoin. Jacques Fortier, témoin et narrateur. Richard Fortier, témoin. Pierre Fortier et Marcel Fortier. Le phénomène aperçu par Jacques Fortier et quelques membres de sa famille semble avoir plusieurs points de similitude avec celui de l'incident survenu à un jeune anthropologue américain confronté à une série de lumières. Là, je n'ai pas plus d'informations, c'est assez spécial. Là, ça me parle des États-Unis, tout ça. Mais toujours est-il que les témoins voient des lumières étranges à Val-d'Or. Ils ne savent pas c'est quoi. Celle-là, je l'avais-tu marqué sur ma feuille? Ouais. Témoin OVNI, 5 octobre 1970. Gabriel Lelier de la rue Latourelle à Québec, ville de Québec, est victime le 5 octobre 1970 de nombreux désagrégements physiques. Un peu, je change ma page. Un peu, juste voir. Ouais, c'est ça.
cause causée par un objet très lumineux et une sorte de vapeur qu'elle a revue de son appartement vers 4h30 du matin. Fait qu'en fin de compte, elle voit un objet avec une vapeur autour du vaisseau. Mademoiselle Lelier était seule au moment de l'observation, mais son incroyable témoignage a été confirmé par un gardien de nuit sur les plaines d'Abraham et 2 policiers de Saint-Romuald. Ça, c'est Lévis, l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. À la même heure, ils ont vu les phénomènes aussi extraordinaires que le témoin de Québec. Vers 4h30 du matin, Mademoiselle Lelier, qui est âgée de 59 ans, se lève parce qu'elle ne peut pas dormir comme cela lui arrive souvent. Elle sait, moi c'est pareil, je dors pas beaucoup ces temps-ci. Soudain, elle voit de brillants rayons orange qui pénètrent dans son salon par la fenêtre qui donne sur la maison d'en face et sur la rue La Tourelle, côté sud. Sa première réaction est de croire qu'il y a peut-être un feu quelque part. Mais elle se précipite à la fenêtre et, dressant les yeux vers le ciel, aperçoit un disque orange très brillant qui est visiblement à l'origine des rayons. Elle réalise alors que son regard est braqué sur l'objet. Elle ne peut plus bouger. Son corps est entièrement paralysé. J'entendais des voix, je me demandais c'était quoi. Au bout de 30 secondes, l'objet descend plus bas pour atteindre presque le sommet de la maison située de l'autre côté de la rue. L'objet a triplé de grosseur. Il est maintenant entouré d'un halo blanc très lumineux qui éclaire le ciel entier. Au centre de l'immense boule rouge, Mademoiselle Lelier distingue un objet noir qui tourne rapidement et lui donne l'impression qu'il s'agit d'une caméra. C'est la façon que ça bouge. Puis ça. Après un autre 30 secondes d'observation, toujours totalement paralysée, Mademoiselle Lelier voit remonter à une vitesse vertigineuse l'objet. Son ascension est accompagnée d'une longue traînée très lumineuse qui, selon ses propres termes, est d'une merveilleuse beauté, qui est ce genre de spectacle qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Il faudrait que je me mouche, je n'arrête pas d'en renifler. Mademoiselle Lelier est bouleversée par ce qu'elle vient de voir. Elle peut maintenant bouger et sa première pensée est de se rendre à l'arrière de son balcon pour prendre de l'air. Elle se dirige vers la porte qui donne sur la galerie, l'ouvre, met le pied à l'extérieur et soudain aperçoit une série de 2 ou 3 petits nuages blanchâtres flottant dans une espèce de brume épaisse qu'elle avait dans sa cour arrière, qu'elle voit à partir de sa cour arrière. Et c'est drôle écrit. J'ai bien de la misère à lire ce livre-là parce que c'est, je sais pas, Jean Ferguson, c'est un personnage assez spécial. Il me faisait penser un peu, peut-être, pas un TDAH, mais peut-être un dyslexique ou quelque chose comme ça. Il avait un autre de comportement, mais il était super aimable pareil. Sans le vouloir, elle est toujours chez elle, là. Sans le vouloir, elle pénètre dans le premier nuage. Ça veut dire que le nuage, en fin de compte, s'est approché de sa demeure et elle est rendue dans le nuage. Sans le vouloir, elle pénètre dans le premier nuage et aussitôt se prend la gorge à 2 mains. Une horrible odeur de gaz la prise d'un seul coup. Puis elle se sent étouffée. Se sentant défaillir comme ça voudrait perdre connaissance, elle revient en courant dans la maison et s'effondre sur son lit en perdant connaissance. 1 heure ou 5 minutes après, elle n'a pas conscience du temps, elle n'a plus la notion du temps, Mademoiselle Lelier s'éveille, elle se réveille et réalise qu'elle a un mal terrible aux yeux. Elle est étourdie. Sa tête est lourde et son premier geste est de se rafraîchir en passant sa figure à l'eau froide. Elle tente de rejoindre un médecin, mais la pauvre oublie qu'elle est en pleine grève des médecins spécialistes. Il y a une grève présentement des hôpitaux et tout ça. Elle s'aperçoit, quand elle se regarde dans le miroir, que ses yeux la font terriblement souffrir, que ses cheveux ils ont jauni, mais le plus étrange phénomène qui se produit chez elle est cette sensation profonde de dégager de l'électricité. Elle dit que son corps dégage une énergie incroyable. Pendant 4 jours, elle ne peut pas regarder la télévision. Elle ne veut plus voir personne. Pendant 3 semaines, sa vue sera affaiblie.
diabétique depuis 25 ans. Elle subira une sérieuse augmentation du pourcentage, limite extrême avant le coma. Sa tension baissera de 150 à 82 et nombre d'autres phénomènes aussi inquiétants. Bon, OK. Fait que c'est assez spécial. Si je fais une parenthèse à ça, ça a déjà arrivé au Québec que des gens ont été témoins d'observations d'OVNI, de loin ou de proche, qu'ils ont des mal de tête, ils ont une corps engourdi, tombés sans connaissance. Je ne me rappelle pas de si ça s'est passé, mais qu'ils ont des problèmes de santé. On a juste à penser le cas de Michel Miquelac, qui était à Winnipeg, si je ne me trompe pas, ou dans ce coin-là. C'est un monsieur qui était... il travaillait dans une mine, c'est un prospecteur. Puis il allait justement dans une ancienne mine pour aller chercher des cristaux, des roches, puis tout ça, des pierres. Puis à un moment donné, bon, fait ça vite, il y a un ovni qui a atterri, mais très, très proche de lui, là, à peu près une trentaine de pieds, puis il s'est approché du vaisseau. Puis il y avait ses gants sur... il y avait ses gants sur ses mains, ben oui, c'est ça. Puis il a mis la main sur le vaisseau. Puis le vaisseau était de couleur... comment on dit ça en français? De l'acier inoxydable. Mais... quand il a mis sa main sur le métal était très chaud, mais pas brûlant, mais c'était chaud. À un moment donné, la porte était ouverte. Il n'a pas vu des êtres, mais il attendait un drôle de langage dans le vaisseau, comme des gloussements, tu sais, comme une espèce de dingue, tu sais, quand ça parle, le glou, 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 glou. Puis à un moment donné, la porte, elle s'est refermée. Puis là, il y a un air chaud qui a sorti du vaisseau, puis il y avait comme un grillage sur le côté du vaisseau, comme une grille d'aération, si tu veux, puis un air très chaud qui est sorti de là, une odeur ferreuse. Là, il a senti comme une brûlure sur son ventre, puis quand il a retiré son manteau, sa chemise, il y avait un gros carré qui était, si tu veux, à peu près la grandeur de la grille sur le vaisseau, puis avec plein de petits trous. Fait que là, il est comme tombé un peu sans connaissance, puis il a eu bien la misère à se relever, puis le vaisseau a disparu. Fait qu'il a eu bien de misère de retourner chez eux. Il était à l'hôpital. Puis, bon, tout ça pour dire que les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait eu une très grosse dose de radiation sur son corps, assez pour perdre ses cheveux. Il avait mal aux dents, il avait mal partout. Puis, il était malade, pense ça, pendant plusieurs mois, peut-être même d'années. Assez que, M. Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, s'est intéressé à son cas, parce que les Trudeau croient au phénomène ovni, puis ils en ont déjà vu. Fait que M. Trudeau s'est intéressé à son cas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as attrapé une mouche? OK. C'est le fun. Fait que là, j'essaie de voir... ça, je suis rendu où? OK, on s'en va là. Bon, on fait un cas très intéressant que j'aime bien. Tu vois-tu des commentaires? Parce que moi, je vais essayer d'ouvrir ma bouteille d'eau. Caroline. Je vais lire les commentaires que tu as reçus. Oui, c'est ça, parce que j'ai besoin de boire de quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a bonne émission, Raymond. Moi, mes premiers ovnis étaient à Bécomo. Excuse-moi. Je lis ou pas? OK. Jocelyne qui dit, moi, bonne émission, Raymond. Moi, mes premiers ovnis étaient à Bécomo, pas loin de la luminerie. Marie-Josée Boisjoli qui dit bonjour, zone insolite. Mamoun Capitaine, c'est-à-dire Christine, dit bonjour à nouveau, avec plein d'émotions et à vous entendre sur zone parallèle. Bonjour Raymond, zone insolite. Bernard Baudry, salut tout le monde, bon PM. C'est ce qu'on a eu comme commentaire. Vous avez des questions, gênez-vous pas, hein? Allez sur la page la zone insolite, comme les autres ont si bien fait, et commentez, posez vos questions là-dessus. Oui, bonne émission, mais pour moi, je vais vous dire bien franchement, je pense que c'est une des pires émissions que j'ai faites. Parce que j'ai bien de la misère présentement. C'est pas le contenu. Je veux dire, le contenu est bon, là, mais je veux dire, mon état que j'ai présentement est épouvantable. Fait que je veux dire, la façon que j'anime, c'est une des pires émissions que j'ai faites là, depuis le début. Tu as un autre commentaire qui vient d'entrer de Marie-Josée Boisjoli. La Valtrie et Joliette, beaucoup d'observations et aussi ça suit l'autoroute 40 en direction de la Valtrie, qui a suivi une de mes amies il y a quelques années et elle a eu très peur au croisement de l'autoroute 40 et la 31 direction Joliette. Il y avait une grosse boule rouge qui a stagné longtemps. Mon ami a arrêté, a voulu prendre une photo et sa batterie a déchargé d'un coup.
Il est resté 15 minutes et quand il est parti, c'était encore là. Il était 5 heures le matin. Et ça, c'est à peu près il y a environ 3 ans de ça. Oui. Secteur de Joliette depuis les années 50, Saint-Thomas-de-Joliette, la Valtrie un peu aussi. Beaucoup de phénomènes ovnis, mais surtout proche de Joliette. Il y a une carrière qui est là, il y a de la chaux, c'est une mine de chaux, tu sais, l'espèce de poudre blanche là, que les agriculteurs vont utiliser, dont la voirie va utiliser pour les routes. Les êtres cosmiques sont intéressés par la chaux. Pourquoi exactement, je ne le sais pas. Bien, il y a eu beaucoup de témoignages dans ce coin-là. La police provinciale me disait qu'ils voient des vaisseaux, ça l'atterrit, tu vois des aides sortir du vaisseau. Là, écoute, je ne peux pas te décrire les aides parce que je n'ai pas de dossier devant moi. Là. Mais bon, tu vois des aides sortir du vaisseau. Ils sont toujours 2 ou 3, ils ne sont pas tout seuls. Puis là, ils ont comme des espèces de paniers. Là. Ça ressemble à une espèce de tu sais, un panier pique-nique. Tu sais, c'est comme en osier, je crois, là, que c'est fait. Là, oui. Ouais. Puis ils rouvrent ça, là, puis ils remplissent le panier d'osier de ce poudre-là. Puis après ça, ils transportent jusqu'au vaisseau, tu sais. Il me semble que je vois l'image, ça fait du bien de rire, maudit, ça fait du bien de rire. Ils font la cueillette comme on cueille les Ils font la cueillette, tu sais. Des fois, je me dis, écoute, je peux embarquer avec vous autres? Moi, je suis plus capable. Là. J'ai la misère avec les gens. On va partir avec vous autres. Christine Capitaine qui dit, on n'a pas vraiment de questions, on écoute les cas différents, donc c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Fait que Joliette, c'est ça, il y a beaucoup de cas de ça, puis il y en a encore présentement aujourd'hui, là. C'est assez spécial. Puis oui, tout le long de l'autoroute 40, en montant vers chez moi, Louisville, après ça, Trois-Rivières, jusqu'à Québec, beaucoup de phénomènes ovnis dans ce coin-là. Il y a bien des affaires bizarres qui se passent. Oui, c'est un spot chaud, ce coin-là. Oui, je suis content de rester dans ce coin-là. Comme le lac Saint-Pierre qu'on dit, on appelle ça le lac Saint-Pierre. Ouais. Il y a des dômes qui ont été vus. Oui, paraît que, oui, c'est ça. Quand j'avais fait là, ma conférence là-dessus, là, moi, il y a eu des témoins de la garde côtière puis d'un paquebot, plus un cargo, là, qui était amarré sous le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, un petit village qui s'appelle Sainte-Pétronille. Bref, il y avait un ovni, un gros vaisseau qui était dans le fond du fleuve. Puis quand, Carole, tu as mis le lien cette semaine, je pense que c'est Michel Leduc qui envoyait ça, tu sais, comme quoi qu'il y aurait des vaisseaux dans le fond des mers, puis tout ça. Là. J'ai failli marquer un commentaire, dire oui, j'avais fait une recherche là-dessus, puis j'avais une photo, pas une photo de l'objet dans le fond du fleuve, mais un dessin que les autres avaient fait, là. Puis c'est ça, c'était des aides orangées dans un vaisseau, dans le fond de l'eau, puis où ce qui avait plongé, la garde côtière, là, c'était pas creux, là, dans ce coin-là. Fait que oui, c'est vrai, il se passe des affaires bizarres dans le fleuve Saint-Laurent. Bon, OK. Ceci dit. Il y a une autre place aussi, parce qu'on a reçu un message sur la page de la Zone Insolite. Michael Bourque qui dit qu'en Chaudière-Appalaches, dans le coin de Coleraine aussi, il y a eu beaucoup d'observations. Oui, j'en ai parlé au tout début de mon émission Coleraine, Saint-Joseph de Coleraine, Thetford Mines, puis tout ça. OK, on continue. Une soucoupe, un disque a été aperçu au lac La Pose. C'est proche de Rouyn-Noranda. C'est au sud de Rouyn-Noranda. C'est très intéressant. Le 3 octobre 1954, le lac La Pose, entre le Mont-Brun et Pressac, P-R-E-I-S-S-A-C, un mineur d'origine polonaise habitant Rouen assiste à un événement commun à cette année de 1954. Pour se détendre, il lui arrive souvent d'aller sur le lac pour faire du canotage. Le lac La Pose c'est pas un très grand lac, mais quand on le regarde sur Google Maps, moi, je trouve qu'il est assez grand. Il y a peut-être 2 km de long quand même comme lac. En 1954, c'est dur d'avoir accès à ce lac-là. Quand j'ai regardé tout à l'heure sur Google Maps, oui, c'est vrai, même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de chalet ben dans ce coin-là. Il y a beaucoup de mines. Il y a différentes carrières dans ce coin-là. Fait que l'eau du lac est rendue comme marron à cause des carrières puis tout ça. Fait que le lac n'est pas très grand, puis à cette époque, il n'y a pas vraiment de chemin pour aller là. Fait que c'est difficile d'avoir accès au lac. Fait que lui, il travaillait du matin au soir dans le fond d'une mine. Puis c'est ça, il dit c'est bien payant de travailler dans cette mine-là. Là, je vais juste sauver un peu de texte qui n'est pas nécessaire à comprendre. Là. Bon, il dit c'est dans l'après-midi, vers les 4 heures, vers la fin de l'après-midi. Il pense bien. Le temps était doux. Il n'y avait presque pas de nuages dans le ciel. J'étais en train de penser que ce serait bientôt l'heure d'aborder le rivage puis de m'en retourner parce que, bon, l'heure du souper arrivait.
Je me sentais heureux dans cette solitude de forêt, entouré par l'eau. Et je ne me pressais pas pour retourner chez eux. Tu sais. Quand soudain, je sentis un drôle de picotement dans tout le dos et en même temps, je vis que l'eau du lac frissonnait, ou c'était mieux, l'eau du lac bouillait, sur une largeur de 10 pieds parallèlement à mon canot. Il y avait un ombre au MBR1, là, un ombre qui avançait sur l'eau. J'ai levé instinctivement les yeux. Une 50aine de pieds au-dessus de ma tête, sur la droite, j'ai aperçu une espèce de gros chaudron de cuivre ou de bronze. Et j'ai bien vu des petits picots dans le métal, tant la chose était proche de moi. Fait qu'il voit comme un objet, un ovni, qui ressemble à un gros chaudron de cuivre ou de bronze, avec des espèces de picotements sur le métal. Sans le moindre bruit, en volant environ 10 000 à l'heure, l'appareil a été se poser sur le bord du lac, à un endroit où il y avait une petite éclaircie. Si tu veux, une petite carrière, là, une clairière plutôt. J'ai fait ni un ni deux, j'ai pris les rames de mon canot et je me suis mis à me diriger vers l'engin. J'étais très énervé et je pensais en moi-même, il faut que je m'approche parce que c'est pas normal cette affaire-là. J'étais parvenu à une 50aine de pieds de la berge quand j'ai vu une porte s'ouvrir dans la masse ronde qui avait bien une 30aine de pieds de diamètre par 20 pieds de haut. 2 hommes petits et très agiles sont descendus et se sont mis à ramasser des mousses. Comme de la mousse. On dirait qu'ils portaient une sorte de sac de plastique sur la tête. Ils avaient un habit en caoutchouc blanc sur tout le corps. J'ai pas vu de zipper, fermeture éclair en bon français, ni de bottes ou de ceinture. J'étais assez surpris que je n'osais faire un seul geste. Ils ont ramassé des herbages pendant un gros 10 minutes. Et parfois, ils gargouillaient des mots que je n'entendais pas très bien parce qu'il était à une certaine distance là, du bord de l'eau. Là. Fait qu'ils entendent des espèces de petits bruits, comme je disais tout à l'heure, des petits... ça me fait penser à quelque chose, ça me fait tellement rire. J'ai des témoins, puis moi-même, quand je faisais une enquête à Saint-Hilaire ou des enquêtes en Beauce, il y a des petits êtres, on va dire des petits gris, mais c'est pas vraiment des petits gris, mais tu sais, à peu près 4 pieds de haut, 4 pieds et demi de haut. Puis ça fait des drôles de petits sons, comme moi j'appelle ça des sons de pingouins. Il y a des pingouins dans les comics, les bandes dessinées. Là. Puis tu sais, ça fait comme... Ça a un ton très haut, puis le son me fait rire à chaque fois. Tu sais, ça fait penser à une bande dessinée que je connais des pingouins, puis ils parlent comme ça. Comment ça va faire? Oui, justement, il faut aller à la pub en plus. Ah ouais, ça va à la pub. Okay. Ça va à la pub, Bon, ben je vais lire les commentaires au retour de la pause d'abord. Bye-bye. C'est un petit peu que je trouve mon petit piton. OK, c'est parti. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympique tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 88 839 6767. Energy Box. C'est mon club de boxe. Vous avez un commerce. Son image et la propreté comptent parmi vos préoccupations? Hôtel, garage, resto ou entretien ménager? Peu importe, Miranet est votre allié. Produits de nettoyage, désinfectants, accessoires, appareils spécialisés et même des gammes éco-responsables. Tout y est pour simplifier votre travail. C'est d'ailleurs le fournisseur de confiance des grandes entreprises de nettoyage comme des PME d'ici. Trouvez expertise, choix et conseils chez Miranet. À Beauport, sortie Label, sur Adanac, angle Armand-Paris ou en ligne sur miranet.com.
Les mardis, nos ailes de poulet sont à moitié prix. Et pour 6 $ seulement, vous obtenez soit une bière en fût de 20 onces, du vin maison rouge ou blanc, un verre de sangria ou un cocktail signature. Pour seulement 13,50 $, vous pourriez prendre une bière et 10 ailes de poulet. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Et Barbies, c'est la place pour les parties du Canadien. Lorsque tu te promènes en voiture, si tu veux éviter des accidents comme... ou bien qu'il t'arrive un autre malheur dans le genre. Oh, pas pour vrai, là. Ben, si tu souhaites vraiment être en sécurité, il te faut des vrais bons pneus. Chez Bob le Pneu, tu vas trouver ce que tu veux du moment que t'en veux. Bob le Pneu sur Facebook ou appelle ou texte chez Bob le Pneu au 88 953 5432. Le Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva, c'est pour tout le monde, autant les débutants que les passionnés. Ah ouais? Oui, parce que sur place, il y a des centaines de motoneiges et quads neufs et d'occasion. Cool! Et est-ce que je vais pouvoir magasiner? Oh que oui! Des vêtements, des accessoires et même des séjours avec randonnée. Et comme c'est le seul salon de l'industrie au Québec... Ah ben là, c'est sûr qu'on y va! De vendredi à dimanche au centre de foire d'Expo-Cité, place au Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva. T'es électricien? T'as commencé à voir les trucks de MGM Électrique, hein? T'es tanné de rentrer du reculon. Tes journées sont longues. Chez MGM Électrique, nous avons le travail qu'il te faut. Temps double, avancement, belle ambiance de travail et une belle gang qui t'attend. Pas besoin de te promettre de voyage dans le Sud. On te promet un esprit familial, des belles conditions et du plaisir. Pense à ton avenir, pense à MGM Électrique. mgmelectrique.com. MGM Électrique. Booster de dynamisme. Bonne nouvelle! Les meilleurs prix de l'année sont de retour chez Viva. Offrez-vous l'épilation définitive au laser Triton à seulement 399 $ pour 6 séances, une région et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2000 $ à s'offrir ou à offrir. cliniqueviva.com. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. As-tu des commentaires? Oui, il y en a Okay. plein. Il y a Michelis Hervieux, que je salue d'ailleurs en direct de Pessamite. Il dit « Pourquoi suis-je le seul à les voir de si près? » Un vrai vaisseau, je parle. Tu n'es pas tout seul à les voir, Michelis, tu le sais. J'en ai vu un, moi aussi, avec un de mes enfants. Raymond aussi. J'en ai vu aussi. Non, mais sérieusement, on est... je trouve que les gens ont un petit peu de la difficulté à raconter ce qu'ils voient. Oui, mais peut-être que c'est une bonne question parce que, tu sais, il y a des gens qui veulent tellement en voir puis ils n'en voient pas. Peut-être qu'il faut être aux bons endroits. Il y a peut-être une ouverture spirituelle qui est là aussi, je te dirais, tu sais. Ben, Michelis, lui, il est au bon endroit parce qu'il il est dans le coin de Pessamite. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas le premier qui voit de quoi dans ce secteur-là. Puis je le crois absolument. Moi, la forme de ce qu'il a vu, ça y est passé au-dessus de la tête. Okay. Assez quand même près. Ouais. Il n'était pas tout seul à l'avoir vu. Il y a quelqu'un d'autre qui est parti à la course. Je pense qu'il a peut-être chié en ses culottes tellement il a eu peur. Sacrement, parce c'est quelque chose. C'est bas, là. C'est très bas. C'est très... puis ça fait pas de bruit, ce qu'il a vu. C'est fou, là, son témoignage. Il y a... Ben, ça te tente-tu de parler dans le micro à la place de parler Oui, là, t'es loin du micro. Pas quand tu parles. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, c'est juste que moi, j'ai vu ça quand j'avais 10 ans. Ben oui. Et c'était vraiment proche. Hein. Ben oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai pareil. Il y a Christine aussi qui dit, Christine Capitaine, merci Carole. Oui, effectivement, l'OVNI que j'ai été confrontée était tellement immense et tellement différent. Pareil pour les autres avec lesquels j'ai été confrontée, comme l'œuf ou être en méduse. Donc, c'est intéressant. Et Bernard Baudry qui demande, les boules rouges orangées, ça signifie quoi? Ça vient d'où? Ben, ça vient d'où? C'est un phénomène cosmique. C'est un phénomène extraterrestre.
sais, c'est sûr que ça dépend. Tu sais, c'est sûr que c'était dans un fossé ou un marais, on pourrait dire que c'est des feux follets, là, tu sais, des gaz des marais. Mais là, qu'est-ce qu'on les gens décrivent, les observations, des boules. Puis les boules de lumière, que ce soit rouge, vert, rouge, vert, rouge, ben, c'est ça, de ça de couleur. Puis c'est gros comme une maison, gros comme une voiture, ben là, c'est sûr que ça peut être un drone. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un drone. Mais un drone, ça fait toujours un petit son. Hein? On entend toujours un petit son. Ça dépend de beaucoup de choses. Fait que c'est quoi exactement? Si on parle de cosmique, on s'entend que les vaisseaux, c'est pas gros. Là. Quand c'est gros comme une voiture, on se demande, y a-t-il un être à l'intérieur? C'est ça, je me demande. J'ai l'impression que c'est comme les Français appellent ça il y avait un ufologue que je connaissais dans le temps, il est décédé, là, mais bon, lui il appelle ça des mouchards. C'est comme un peu un drone, mais un drone cosmique dirigé par une intelligence extraterrestre. Et puis, il envoie des vaisseaux comme ça de reconnaissance pour explorer la planète Terre, pour explorer des régions, puis tout ça. Tu sais. Fait qu'en gros, c'est ça. Mais c'est sûr que quand le vaisseau il est énorme, ben là, c'est pas un drone, il y a bien des aides dedans. On a juste à penser à Klaus, hein, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a deux vaisseaux. C'est deux vaisseaux, là, on le sait très bien. Là. La NASA, ils savent très bien c'est quoi. Là. Un, c'est des gentils, puis l'autre, c'est la Fédération Galarctique, on les appelle de même. Il y a des centaines de milliers d'êtres là-dessus. Là, tu sais. Puis de ces vaisseaux-là, bien justement, il y a des petits vaisseaux qui ressortent. C'est pour ça qu'il y a des gens de l'Ontario, les autres, ils ont pris des photos avec leur télescope, là, qui me disaient, là. Puis on voit des objets sortir de là. Tu sais, ça ressemble à un gros menhir, si tu veux. Tu sais, comme Obélix, le menhir. Là. Ça ressemble à une roche, là, mais horizontale, là, pas verticale. Là. Puis ça s'en vient vers la Terre, tu sais. Fait que voilà. Comme le 3i Atlas. Il y a Marie-Josée aussi, que je rappelle, Marie-Josée Boisjoli. Je t'avais demandé à un moment donné si tu veux être une collaboratrice de Zone Parallèle et que tu reçois énormément de cas parce que les gens te parlent. Parce qu'elle me dit, la Valtrie, beaucoup d'ovnis, plus que vous pensez. Plein de gens m'en parlent. Prends des notes, ma chère amie, puis j'aimerais ça que tu viennes nous en parler à l'émission d'ailleurs. Et aussi à tes souhaits. C'est le fun que tu... ouf! Ouais. Ben, moi, je l'ai terminé tout à l'heure, ça n'a pas sorti. OK, d'accord. Et tu as aussi Denise qui dit, Denise Brûlé, nous écoutons, très intéressant, Raymond. Ma fille, il y a 3 ans environ, a vu un portail dans Bellechasse, un anneau couleur ambre. Un objet est sorti à haute vitesse. Oui, intéressant, ça aussi. Saint-Charles de Bellechasse, il y a déjà eu un gros cas d'OVNI qui s'est écrasé là, puis l'armée canadienne avait été chercher le vaisseau. Mais ça pour dire, le cas de le secteur de Bellechasse, il se passe des affaires bizarres. Oui, c'est clair. C'est clair. Puis c'était, en tout cas, Michelis m'ajoute, moi, c'était X nombre de chars, la grosseur du vaisseau. C'est... X nombre de chars, disons que plusieurs fois d'auto, la grosseur. C'était pas gros comme une maison, me semble, ou quelque chose comme ça. Mais bref. Puis il y a aussi Christine qui rajoute, moi, chez moi, ça rentrait comme des pixels et ça formait une boule en se mettant ensemble. Ah, ça s'est pixelisé et dépixelisé, j'imagine, pour disparaître. Ouais. Je présume. Mais elle rajoute, ce que je comprends pas, toujours, c'est qu'à part l'œuf, j'ai jamais été blessée, alors je suis confrontée régulièrement et je me demande pourquoi certains sont blessés et d'autres, c'est positif. Ça serait bien de faire une enquête pour voir si positif correspond aux abductés. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il faudrait faire une enquête là-dessus. Oui. Mais bon, c'est parce qu'elle reste loin un peu. Ça. Ben oui, ça prend même du gaz monter là-bas. Là. Un peu, oui. Ouais. À moins d'y aller en vaisseau. Oui, ça serait le fun. Bon, je vais continuer mon histoire du monsieur sur bord du lac en canot. J'ai remarqué, ça c'est le témoin, qu'ils avaient une drôle de façon de se pencher, que je ne peux expliquer, mais qui n'était pas normale par rapport à un être humain. Le bas des reins pliait, carré, sans arrondir le dos. Et ils avaient la face presque à terre. C'est assez spécial. Enfin, il y en a un qui s'est redressé complètement face au lac, ce qui veut dire face à lui. L'être leva la main, comme pour le saluer. Et j'ai remarqué qu'il y avait comme des griffes d'acier. Le témoin n'a pas bougé pendant un bon 2 minutes. Excusez, là. Je ne distinguais pas parfaitement le visage des êtres, mais à travers le plastique, j'ai très bien remarqué des yeux ronds et brillants. Je transpirais à grosses gouttes de peur.
je pense bien, et ces 2 minutes-là m'ont paru les plus longues de toute ma vie. Puis, d'une démarche souple, il a couru vers la secoupe. Fait que l'être, à un moment donné, il est parti en courir vers son engin. L'autre s'était levé, il a couru aussi en me regardant à travers son sac transparent. Parce que là, il était comme dans une espèce de costume transparent, si tu veux. Là. Ils ont refermé aussitôt une trappe dans le flanc de l'appareil qui s'est élevé aussitôt sans faire de bruit, en se balançant légèrement. Fait que le vaisseau, en fin de compte, il a remonté des airs, puis c'est comme s'il se balançait un peu comme une pendule. Là, là, c'est assez spécial. En même temps, le témoin, c'est ça, il a passé... il était tout dans son état. Écoute, il s'est mis la tête dans l'eau un peu pour essayer de comment je peux dire ça, pas de se replacer, mais de revenir à lui. Fait qu'ils disent que le métal de l'objet avait une couleur bronze, un peu comme ferreux. Fait que l'OVNI est parti à peu près un demi-mille de lui. Il est parti à très haute vitesse dans le ciel. Fait que l'histoire finit comme ça. Intéressant, les enquêtes du passé comme ça, que plusieurs ne comprennent pas ou ne savent pas parce que, justement, ça n'a jamais été vraiment expliqué dans une émission où jamais vraiment été dit. Faudrait que je me mouche. Ben oui, c'est le fun. J'ai-tu le temps? Non, j'ai pas le temps. Ben, si tu veux. J'essaie de voir en même temps si on aurait... Parce que l'histoire continue, là. Ah? Je pensais que tu avais dit... Ouais, non, c'est parce que j'ai passé trop vite, là. Fait que... Ah, d'accord. Je vais comme baisser ton micro parce que c'est pas vraiment... Ouais, ben là, tu viens de parler dans le vide parce que j'ai baissé ton micro. Ben, le temps que tu te mouches, là, parce que je pense pas que ça soit... Non, ça allait correct. OK, c'est beau, je peux continuer. Ben oui. Bon, c'est vrai, j'ai pas de poche dans mon polar, maudit. Je vais remettre ça ici, tiens. Je vais pas laisser mon mouchoir sur la table. Ah! Fait que le 3 décembre 1971, le monsieur, il parle avec un de ses amis. Là, je vais résumer un peu le texte, là. Mon ami d'origine allemande m'a raconté cette année-là, parce que là, il a vu un ovni, il faisait du canot sur le bord de la plage, puis il y avait des aides, puis tout ça, puis c'était un objet en forme de chaudron, très brillant. Il dit que quand, il disait à son ami, il dit quand l'objet il a monté en altitude dans le ciel très rapidement, il y a un morceau de métal de l'OVNI qui est tombé au sol. Il dit l'objet s'éleva dans les airs sans aucun bruit, mais montant très haut avant de disparaître à ses yeux. Mon ami a vu une chose tomber à terre. Fait que là, le gars, il dit, j'ai accosté sur le bord du rivage, puis il a vu 4 trous très ronds de 5 à 6 pouces de diamètre, séparés entre à peu près 5 pieds de distance. D'après moi, c'est où ce que l'objet il a atterri, tu sais. Il a trouvé à peu près une vingtaine de pieds un morceau de métal très dur. C'est le morceau de métal qu'il avait vu tomber de l'OVNI. Fait qu'il parle de ça à ses amis. Et puis, à un moment donné, un mois après l'observation qu'il a vue, il reçoit un coup de téléphone vers 21h le soir. Un homme lui fixa un rendez-vous pour minuit. Fait que là, il dit au téléphone, mais il dit, écoute, moi, c'est parce que je travaille le lendemain matin de très bonne heure. C'est très tard pour moi pour aller te rencontrer. Fait que le monsieur au téléphone, il dit, écoute, il faut absolument que je te rencontre. Il travaille pour des secrets militaires. Vers minuit, 2 hommes vêtus de vêtements très sombres, style Man in Black, des hommes en noir, se présentèrent à sa porte, chez eux. Et une fois rentrés, ils lui dirent qu'ils voulaient la pièce de métal trouvée sur la plage. Fait que le monsieur, il refusa de leur donner. Fait que les 2 hommes, il dit, écoute, il dit, tu veux pas nous donner le morceau de métal? Il dit, écoute, il dit, là, il dit, demain, à partir de demain, tu vas tomber malade. Tu vas faire de la grosse fièvre. Fait qu'avant de partir, les 2 hommes, il dit, écoute, il dit, ça, c'est mon numéro de téléphone. Il dit, appelle-moi si tu veux te départir de ta trouvaille. Le lendemain, il essaya de se lever, mais il avait une forte fièvre. Le médecin qui vit
le médecin qui l'a vu, il décida de faire entrer notre témoin à l'hôpital d'urgence. Mais avant de partir, le témoin, il voit l'objet dans la cour, il voit la pièce de métal, tu sais. Puis à chaque fois qu'il regarde la pièce de métal, ça j'en ai entendu souvent parler de cette histoire-là, il tombe malade. Comme si la pièce de métal émettait quoi? Une radiation ou un champ magnétique incroyable? On ne le sait pas. Fait qu'il tombe sans connaissance souvent. Il a passé 1 semaine à l'hôpital, puis il était très, 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 très malade. À un moment donné, il se décide, il dit, je vais contacter les deux hommes en leur téléphonant. Parce que je voulais donner le morceau de métal. Fait que les 2 hommes, il dit, écoute, il dit, tu nous donnes le morceau de métal, il dit demain, tu vas te sentir guéri, puis tu pourras recommencer à travailler à la mine où ce que tu travailles. Tu seras plus fatigué. Tu vas être correct comme si tu étais avant que tu sois malade. Notre témoin, il n'en croyait pas. Il ne croyait pas à ça. Mais pourtant, c'est ça qui est arrivé. Le lendemain, il se sentait beaucoup mieux. Il était capable de faire son chiffre, son corps à la mine, sans être fatigué. Il était comme avant. Tu sais. Fait que là, il cherchait à savoir, parce que il a donné le morceau de métal aux 2 hommes. Là, il cherchait à savoir le numéro de téléphone. Tu sais, il a essayé de faire une recherche sur le numéro de téléphone. Fait qu'il dit, on lui fit répondre que le numéro de téléphone, ça venait d'un appartement loué pour 7 jours seulement, puis que les locataires étaient repartis sans donner aucun renseignement sur l'endroit d'où ils venaient. Fait qu'on ne sait pas c'est qui ces gens-là qui ont loué juste pour 7 jours. Tout ce que je sais, c'est dans le... Oui, c'est ça. Il dit que ces inconnus-là, ces 2 personnes-là, ils ont suggéré de ne pas en parler puis de garder silence sur toute l'observation qu'il a vécue. Il dit qu'à un moment donné, il avait mis le morceau de métal au collège de Rouen, comme pour le faire analyser. Tu sais. Il dit que c'est une barre de métal très dure. Ils ont essayé avec une lime, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec une scie à fer, ça n'a pas marché. Il dit que c'est du titane, du toxtine. C'est un métal très blanc, mais très dur. Tu peux le chauffer, ça ne marche pas. C'est un métal très, très, très résistant. Ils disent qu'on s'en sert pour faire des clous, dont des pointes dans les pneus d'hiver. Il y avait aussi du laiton dans ce métal-là. Le tout amalgamé dans un alliage inconnu de moi et je n'ai rien trouvé de semblable malgré mes recherches. Malheureusement, je n'ai plus le morceau. Il n'a pas gardé le morceau de métal assez longtemps entre les mains pour faire une analyse plus complète. Puis il n'a pas pu en garder un extrait non plus, étant donné qu'il n'était pas capable de le couper ou de le faire fondre. Ouais, c'est quand même intéressant, ça. C'est un cas comme ça, c'est fort intriguant. Puis là, j'ai une belle photo des aides. La caméra est là. J'essaie de m'approcher, ouais. Les aides qui parlent, là. Attends un peu. Non, comme ça. Comme ça. Il faut que je fasse le son qu'on serait. Ils ont de l'air d'avoir un costume. Oui, un costume de plastique. Ben oui. Je sais pas. Ben, ça, on va le voir justement dans 2 semaines pour la diffusion de Zone Insolite qui va être sur la chaîne YouTube de Zone Parallèle. On met cette vidéo-là. Ah oui? Incroyable. Oui, c'est ça. Incroyable. À moins que quelqu'un le mette... Honorine. Prends une photo de la page en question. Puis va le mettre en commentaire. Je trouve ça intéressant. Comme ça, les gens vont pouvoir le voir tout de suite. Sur la page de la Zone Insolite. Ça parle de même. Ça a un son bien bizarre. Puis, oui, c'est assez surprenant. Puis j'en parlais de ça justement avec Richard Glenn il y a bien longtemps. Puis il me disait, oui, ça a des sons de pingouins. Il dit, c'est bien comique. Bon. Il y a Christine Capitaine qui a dit, personnellement, je pense que c'est eux qui me suivent. Oui, que j'aille. Ils me montrent
qu'ils sont là, avec témoins qui peuvent confirmer. Intéressant, ça aussi. Bon, pourquoi j'ai rentré sur cette page-là? Parce que ça n'a pas... Ah oui, parce que c'est un cas en Ontario. Bon, on va en parler. Lac Ontario, 1914. C'est un vieux, c'est très vieux comme cas. Sur la berge de la baie de Georgia. Je n'ai pas la ville, qu'est-ce que tu veux, mais bon. Soudain, il y a une fillette qui est témoin de quelque chose d'extraordinaire. Une fillette du groupe, parce qu'ils sont plusieurs, ils font du bateau sur le lac Georgia Bay. Puis il y a une fillette, à un moment donné, elle aperçoit un cerf sur la rive. Puis l'animal était tourné vers le lac, parce que l'animal voyait quelque chose qui l'intriguait. Fait que l'enfant regardait dans la même direction que le cerf, et la fille resta muette de surprise. Un objet sphérique avec une plateforme à la base, comme un dôme, reposait sur le lac à environ 16 pieds du bord. Sous la plateforme, à la base de l'engin, 2 petits hommes s'affairaient autour d'un tuyau coloré en vert. Leurs vêtements semblaient luminescents. Quand leur taille, ça dépassait pas 3 pieds, 3 pouces. Ils portaient une sorte de casque en forme de boîte qui empêchait de distinguer leurs traits. Ça ressemble, en fin de compte, à les créatures décrites un petit peu avant. Là. Notre monsieur, là, en canot, là, ça ressemble pas mal à ces êtres-là. Les témoins, parce que ce sont plusieurs, ils sont sur un bateau, virent apparaître sur le bord de la sphère 3 autres petits êtres. Fait que là, on est rendu à 6. Là. Munis d'objets tubulaires sur lesquels ils se livrèrent à une besogne énigmatique avant de disparaître à nouveau avec tout leur matériel. Fait que les ailes, il y en avait 6, ils mesurent 3 pieds et 3, puis ils ont comme un tuyau avec eux autres. Fait que le tuyau, ils prennent quoi? Ils prennent de l'eau? On ne le sait pas, on va continuer. Merci pour la photo, Norine. Le petit être s'agrippa désespérément à une sorte de barre chromée ceinturant la sphère. À une hauteur de 20 pieds au-dessus du lac, l'engin s'inclina et prit un départ fulgurant. Peut-être que pas les témoins, mais peut-être les êtres se sont aperçus que, hey, il y a un bateau, il y a bien des gens sur le bateau, puis sont en train de nous observer. Quand que l'objet a disparu à très grande vitesse, ça a fait une légère traînée de vapeur en arrière du vaisseau, qui est très intriguant. Une traînée de vapeur? Oui. C'est étrange, parce que ce que j'ai vu, moi, en 2001, il y avait de la vapeur en dessous de l'engin. OK. Comme si ça sortait de l'eau. OK. C'est assez étrange. On dirait que ça marche à l'eau. OK. Aucune idée. Aucune idée de ce que c'était. Fait que... Faudrait bien que nos voitures, ils fonctionnent comme ça. Ça fonctionnait comme ça dans le temps. Ouais. Mais il y a des tatas qui ont décidé qu'il faut faire du cash avec ça. Oui. Fait que là, j'ai pas d'autres informations sur ce cas-là. Ça s'arrête comme ça brusquement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, je passe à un autre cas, puis c'est pas ça. Avant que tu passes à un autre cas. Fait que là, je suis rendu à un endroit, ça s'appelle l'île de la Réunion. Tu connais ça, Norine? Oui. Mais avant que tu en parles, ouais. Un autre commentaire de Christine qui dit dernièrement, c'était où j'habite. Témoin, à 1 heure de chez moi, elle a vu quelque chose et au même moment, je crois qu'elle parle de Marc, qui reste justement à 1 heure de chez elle, ont vu la même chose au même moment. Okay. Puis elle rajoute aussi que le métal des ovnis se transforme à volonté en n'ayant aucune coupure. Je ne sais pas de quelle façon. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Non. Ça se transforme en aucune coupure. Bien, si ça veut dire qu'elle change de forme? à volonté en n'ayant aucune coupure. Oui, j'aimerais ça t'expliques ce que tu veux dire. Peut-être que ça change de forme. Je ne sais pas. C'est la première fois que... Je sais qu'il y a des ovnis qui peuvent comme disparaître vraiment, là, comme s'ils passeraient dans une autre dimension. Ça peut arriver, mais c'est bien rare. Mm. Début août 1968, Luce Fontaine, un cultivateur de l'île de la Réunion, se promenait en quête d'herbes pour il cherchait des herbes pour ses lapins. Il vit dans une clairière, à une vingtaine de mètres, un engin rond d'un diamètre de 5 mètres, épais de 2 à 3 mètres. Fait que c'est assez gros, là. Fait qu'il voit un objet de 5 mètres avec une épaisseur de 2 à 3 mètres qui planait à 1 mètre du sol. Le dôme au-dessus de l'engin était translucide.
et Luce Fontaine constata qu'il y avait à l'intérieur 2 hommes petits et larges, ressemblaient à des bonhommes Michelin hauts d'1 mètre. J'en parle souvent de ça. Il y a souvent des gens, des témoins au Québec, comme la photo, là, qu'Honorine a pris une photo tout à l'heure, que ça ressemble à comme des bonhommes Michelin juniors, ça ressemble à des bébés Michelin. Tu sais, sont gros un peu, sont grassouillets, on ne voit pas vraiment le visage, sont tous en blanc. C'est assez spécial. Fait que les autres, c'est ça. J'ai perdu ma ligne. 2 hommes petits. Bon, ça ressemble à des bonhommes Michelin haut de 1 mètre. L'un des petits êtres aperçut Luce Fontaine. Aussitôt, un éclair de lumière blanche et aveuglante brouilla les alentours, de sorte que le cultivateur dut se protéger les yeux. Et quand il... c'est ça. Puis quand il a pu retrouver sa vision, l'objet avait disparu. Fait que ça ressemble pas mal à les autres cas du livre que je viens de lire, dans le sens que c'est des petits êtres, ça ressemble à des bonhommes Michelin, le vaisseau, quand il part à haute vitesse, parce que, les humains les ont découverts, bien, c'est ça, il est décarpé, tu sais, il ne reste pas sur place. Ça dégage de la chaleur, tu peux avoir des coups de soleil, ça dégage les vaisseaux dégagent de la vapeur. C'est assez spécial. Bien, justement, puis Christine vient d'ajouter, un ovni a 2 structures en un. La première stable et l'autre qui se transforme. OK. Il doit avoir perdu un bout tantôt de celui qui est stable. Oui. J'imagine. Oui. Ça se peut. 22 septembre 1968 à Vimy Ridge. Vimy, ça s'écrit V-I-M-Y Ridge. R-I-D-G-E. Vimy Ridge, en fin de compte, c'est proche de Thetford Mines, mais plus précisément, c'est Coleraine. M. Benoît Grégoire et son épouse revenaient d'une soirée chez des amis de Vimy Ridge, quand soudain leur attention fut portée vers les montagnes. Une grosse lumière se dirigeait vers elles et un gros objet lumineux s'en détachait de plus en plus petit, tout aussi brillant, qui s'éloignait de l'objet mère. Fait qu'en fin de compte, c'est drôlement écrit. En fin de compte, il y a un objet qui dégage une lumière, mais il y a un objet plus petit qui se détache du vaisseau mère, en fin de compte. Ces lumières se dirigent vers le mont Caribou. Il y a une mine d'amiante dans ce coin-là. Les témoins mystifiés par cette curieuse apparition se rendirent alors chez M. Dupuis, résidant au bas d'une pente, d'où la vue est assez particulière. Les Grégoire, arrivant sur place, furent stupéfiés. Leur surprise fut si grande que malgré l'heure tardive, ils allèrent réveiller les Dupuis à cause de l'observation. Devant eux, au bas des montagnes dans la vallée, de 15 à 20 objets ronds de couleur blanche circulaient dans un silence majestueux. Les Dupuis sortirent de leur maison et virent assister eux aussi à cette prodigieuse scène de plus de 10 personnes. Il y avait plus de 10 personnes qui étaient témoins de l'évolution des objets. Soudain, un des objets, à l'aide de rayons émis, émis aux autres, est-ce que c'est mal écrit? Je ne peux pas croire. Je pense qu'il y avait de la misère à écrire, ce monsieur-là. Les objets, il y avait des rayons lumineux qui sortaient des objets. Comme s'il voulait envoyer une sorte de signal lumineux à d'autres objets qui étaient... Parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient là. Fait que ça me faisait penser un peu pas Royaume, mais Rencontre du troisième type. Les objets émettaient des lumières, des rayons de lumière aux autres objets, puis ça se répondait comme ça. Pendant ce temps-là, le chat des Dupuis devint hystérique et le chien hurla à mort. C'est pas la première fois qu'on entend des affaires la même, que les chats deviennent très nerveux. Les animaux, ils ont des drôles de comportements face, parce que peut-être qu'ils sentent un danger ou qu'ils sentent quelque chose d'incroyable qui se produit. Les objets continuaient de scintiller très fort dans le ciel. Les objets tournaient sur eux autres mêmes. Puis les objets, les témoins me disent que on a l'impression que les objets cherchaient quelque chose au sol. Mais quoi, on ne sait pas. Parce qu'ils survolaient la montagne, ils évitaient des obstacles.
il volait au cime de la forêt, au-dessus de la forêt. Fait que les objets, à un moment donné, ils éclairaient le sol avec une lumière qui n'est pas aveuglante, mais assez forte. Soudain, M. Grégoire, réalisant que les signaux reprenaient de plus belle, décida d'entrer à son tour en contact avec eux. Fait qu'il s'est dit, moi, je vais rentrer dans mon auto, je vais allumer les lumières de mon auto, les phares de la voiture, puis essayer de contacter ces vaisseaux-là. C'était pas une bonne idée. Fait qu'il ouvrit la portière de sa voiture, se glissa à l'intérieur et appliqua les freins par saccade. Son épouse, horrifiée, poussa un cri. « Benoît, Benoît, arrête! Il y en a qui foncent sur nous! » De très haut, en effet, descendait à grande vitesse une des lumières. S'immobilisa à moins de 25 mètres des témoins, semant presque la panique. Soudain, dans le haut de la côte, des lumières d'automobile apparurent aussitôt. Excuse-moi, j'ai lu trop vite. Soudain, dans le haut de la côte, en haut de la côte, là, des voitures arrivaient. Aussitôt, l'objet s'éteignit complètement, ne laissant qu'une petite lumière rouge s'échapper à une vitesse vertigineuse. Fait que le vaisseau, il a clenché. Il voulait pas rester là parce qu'il s'est aperçu que d'autres voitures arrivaient. Quoi? La pause Kit Kat? C'est bon. À quoi? Non. Voilà, la pause. Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9. Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny avec notre forfait comme dans le sud. Imaginez, vous n'avez même pas à aller faire la file à l'aéroport. Notre forfait disponible en semaine inclut les repas, un massage, un crédit au bar et bien évidemment l'accès à l'atrium, la piscine, le spa et le sauna. Valide du 1er novembre au 18 décembre 2025 à partir de 699 par personne en occupation double. Réservez dès maintenant sur oiselière.com. Cet automne, dites enfin bye-bye tatou avec les cliniques Viva. Découvrez la meilleure technologie de détatouage par laser. Ultra efficace, fonctionne sur toutes les couleurs d'encre et de peau. Pour un temps limité, recevez 25 de rabais sur vos séances. Bye-bye tatou. cliniqueviva.com. Votre toiture mérite les vrais experts. Chez Groupe DBL, nous sommes les spécialistes en toiture de bardeaux, toiture de membrane et d'élastomère, autant pour vos projets résidentiels que commerciaux. Depuis 3 générations, notre équipe s'assure de la qualité, de la durabilité et d'un service impeccable, du premier appel jusqu'à la fin des travaux. C'est encore le temps de réserver votre place. Appelez dès aujourd'hui Groupe DBL. Et assurez la tranquillité d'esprit de votre toiture. Groupe DBL. La référence en toiture à Québec. Les 15 et 16 novembre, le Salon national des animaux de compagnie débarque au Centre de foire de Québec. Découvrez-y une grande variété de chats, de chiens et d'espèces exotiques, ainsi que les spectaculaires chiens plongeurs des Dog Dog. Un événement à ne pas manquer pour toute la famille et tous les passionnés d'animaux. Info sur snac.ca. OK, les boys, c'est l'événement le plus bel arrêt Hyundai. Financez un Tucson hybride rechargeable 2025 à partir de 2,99 % et obtenez jusqu'à 2500 $ en bonus, incluant les rabais additionnels de Hyundai et provinciaux. Ou louez un Tucson Preferred 2025 à partir de 5,99 % avec paiement hebdomadaire de 95 $. Et comme 9 Tucson sur 10 vendus au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route, assistez-vous, je patinerai chez un concessionnaire Hyundai avant première période. Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails. Fermeture de rue. Investissement dans une PME de votre municipalité. Victoire de l'équipe de ringuettes de votre fille. Premier roman publié par votre grand-père. Les journalistes du Journal de Lévis et du peuple Lotbinière travaillent sans relâche pour vous informer sur ce qui se passe dans votre quotidien en publiant chaque jour des nouvelles hyper locales sur nos plateformes. Pour tout savoir sur ce qui se passe dans le Grand Lévis et dans l'Aubinière, prenez votre copie gratuite dans nos points de dépôt ou consultez dès maintenant les sites web de nos journaux au journaldelévis.com et au lepeuplelotbinière.ca ainsi que l'application mobile Journal de Lévis. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
Tito, la jola, nous sommes de retour de la pause, J'aime ça, ce son-là, parce que ça parle vraiment comme ça. Il y en a qui parlent vraiment comme ça. Un son très aigu, là. Puis c'est des commentaires. Oui! Christine Capitaine qui redit « Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est à leur base. Quelque chose s'actionne. Ça fait le tour et ça monte. Et on voit la structure de l'objet au fur et à mesure. 2 couches, si vous voulez. Quand il se transforme, c'est cette deuxième couche. J'espère que vous comprendrez. Difficile à expliquer par écrit. » Ouais. Tu comprends? Oui. OK. Il a compris. Fait que si on en revient à notre histoire de Vimy Ridge, les gens voient à la base de la montagne entre 15 et 20 ovnis, 20 objets ronds de couleur blanche, circulant sans faire de bruit. Puis ils commencent à s'inquiéter. Bon. OK. Fait que c'est ça. Il y a l'objet, oui, c'est ça. Il y en a, OK, ouais, j'avais fini, c'est ça. L'objet, il a surveillé la voiture parce que le témoin, c'est ça. Il faisait des codes de lumière, pas avec ses feux de la voiture par en avant, mais avec les lumières rouges de freinage de la voiture. Fait que c'est assez intéressant. On peut faire ça aussi. Ça peut être bon, mais je ne vous le conseille pas de le faire parce que l'OVNI peut forcer vraiment vers toi, pensant que lui dit « Ah, il y a peut-être... les autres, là, les ailes cosmiques, ils doivent penser qu'il y a peut-être un autre OVNI qui est posé sur la route, puis ils vont aller voir c'est quoi, tu sais. Fait que tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Ou de faire comme Michelis qui vient aussi d'écrire. La fois où j'ai dit à mes amis, les ovnis, manifestez-vous. Et 30 secondes plus tard, j'en voyais. Sauf que ça fait longtemps qu'il n'en a pas vu. Depuis qu'il m'a parlé de son observation, il n'en a pas revu. Puis c'était 2 maisons en face d'une rue à hauteur du poteau, 50 à 100 pieds, pas plus. Ce qu'il a vu, c'était très, très bas. Mais c'est drôle parce qu'il les a appelés, puis ils sont venus. Ça s'est manifesté. Intéressant, ça aussi. Les voitures qui... il y a une voiture qui arriva vers... il y a une voiture qui est arrivée vers les témoins. C'est une voiture de police. Les policiers ont été témoins de ces vaisseaux-là intrigants. Ils ne savent pas trop c'est quoi. L'observation a continué jusqu'à 2h45 du matin. Les témoins continuèrent de signaler leur présence aux objets et il s'en suivit toujours une certaine réaction. Fait que ça a duré toute la nuit. Ils ont été témoins de beaucoup de choses. À un moment donné, M. Grégoire était proche d'une voie ferrée, une traque de chemin de fer en bon français, là, qui traverse la route. Puis s'avançant à quelques 50 mètres, c'est là qu'il vit un objet posé proche de la voie ferrée, une énorme boule blanche très lumineuse qui s'avançait vers lui à grande vitesse. Dès que l'objet fut en position de le voir, il s'arrêta net comme s'il avait frappé un mur, dira plus tard M. Grégoire. Celui-ci précisa que l'objet s'avançait comme une feuille morte portée par le vent, tu sais, là, qui tombe de bas, comme une pendule, là, tu sais, de bas, de gauche à droite, de gauche, puis ça descend comme ça, là, tu sais, ça ne descend pas en ligne droite, là. L'objet émettait un rayon lumineux vers la montagne. Puis à un moment donné, l'objet est reparti vers la montagne pour rejoindre les autres vaisseaux qui étaient là. Bon, là, je pense que j'ai fini de le lire. Non, il me reste encore un autre cas. Ah, ça, c'est intéressant. Un village esquimau. C'est au Nunavut. C'est assez loin d'ici, là. OK? Un village, puis ça, tu peux trouver l'information. J'ai regardé sur Internet, si on pourrait voir l'information. Puis oui, bien, c'est sûr, sur Internet, tu entends toutes sortes de... Ils disent que c'est des mythes, puis ils n'ont pas vraiment disparu. Puis en tout cas, tu sais, l'histoire est tellement erronée comme d'habitude. Un petit village au Nunavut qui s'appelle Ajikuni. Ça s'écrit A-N-G-I-K-U-N-I. C'est un nom qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui en entendent parler encore de ce village-là. Tous les habitants de ce petit village, au nombre d'une trentaine, ont disparu au complet en 1930. C'est au nord du Canada, au Nunavut. 7 chiens furent retrouvés attachés à un arbre et étaient morts de faim. On sait que jamais un Esquimau va partir sans ses chiens. Fait que ça, c'est bizarre. OK? Puis jamais qu'ils auraient attaché après un arbre, puis jamais ils auraient laissé les chiens mourir de faim.
tu sais, je veux dire, s'il aurait parti, il aurait ramené ses chiens. Pour au pire, aller, il aurait laissé de la nourriture pour les chiens. Très bons indices aussi pour les animaux qui suivent ça, parce qu'ils sont témoins. Celui qui découvrit le village abandonné était un trappeur du nom de Joe Labelle. Et l'analyse des petits fruits trouvés des baies prouve que 2 mois avant son arrivée, le village était encore habité. De plus, toutes les tombes des ancêtres avaient été ouvertes et les restes des corps avaient été emportés. On sait que les Esquimaux ne profanent jamais la tombe d'un mort et que jamais ils vont sortir le corps de la terre où il se repose. Il y a aussi un détail qui intrigua Joe Labelle, celui qui a découvert le visage, pas le visage, mais le village abandonné. Les Esquimaux avaient laissé leurs fusils sur place, preuve évidente qu'ils n'étaient pas partis pour une expédition de chasse, car le fusil est si important pour les Esquimaux jamais qu'ils vont s'en séparer. Fait que tu sais, ils sont partis où tout le village au complet? C'est bien bizarre. Là. Ils ne sont pas partis dans un autre village. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. C'est sûr que ce n'est pas évident à avoir les informations, mais j'avais enquêté un peu là-dessus. Des villages autour avaient aperçu pendant plusieurs jours des lumières suspectes. Là, ça ne vient pas du livre, là, mais ils avaient aperçu des lumières suspectes. C'est sûr que c'est en 1930, c'est pas évident. D'avoir une trace radar, puis tout ça, puis satellite comme aujourd'hui. Là. Le lac existe, c'est sûr, le lac est encore là, mais le village comme tel, ben, il n'y a plus rien. Il reste des bâtiments en train de tomber en morceaux, puis tout ça. Mais tout est parti. Le cimetière a été vidé de corps. C'est quelque chose, là. Fait que, où est-ce qu'ils sont allés, je ne le sais pas. Mais au moins, ils n'auraient pas amené les toutous avec eux autres. Moi, j'aurais voulu, tu sais, hey, si je me fais enlever par Ace Comics, moi, là, je vais avoir mon toutou avec moi, ça, c'est sûr. Les cimetières ont été vidés en plus. Ouais, t'écoutais pas? Oui, non, mais si je te le dis, c'est parce que j'ai écouté. Je t'agace. C'est que j'ai... Là, tu viens de me perturber avec ta niaiserie. Oublie ça, je n'ai rien dit. Les animaux ont été laissés, il y en a qui sont morts de faim, puis les fusils ils ont été laissés sur place. OK, tu veux pas continuer? Les armes, toutes les armes des Esquimaux ils ont été laissées sur place. Fait que, enfants, adultes, personnes âgées et les corps, les personnes décédées dans la cimetière, tout le monde est parti, tu comprends-tu? Tout le monde est parti, à part les toutous. Moi, c'est sûr que je n'aurais pas laissé mon chien sur place. J'aurais voulu l'amener avec moi. Tu sais, je veux dire, les chiens, c'est des membres de la famille, là, quand même. J'ai-tu fini? Oui, j'ai fini ce livre-là. Bon, OK. Fait que là, on va continuer là-dessus. À moins que je rentre dans... Ouais, ben c'est ça, les humanoïdes. Quelque chose d'intéressant ici. Dans le livre ici, il parle de Henri Bordelot. Henri Bordelot, ça a été un des premiers ufologues du Québec. Bien avant Jean Cazot, puis bien avant Richard Glenn, puis bien avant François Bourbeau, puis tout ça. Là. C'est un des premiers, ça a été Henri Bordelot. Puis Henri Bordelot, il a enquêté beaucoup au Québec. Il a fait des enquêtes partout, il allait sur le terrain. Fait que Henri Bordelot, Jean Ferguson, ça a été 2 ufologues que je trouve très intéressants parce qu'ils ont trouvé des éléments... on peut comprendre pourquoi il y a des êtres cosmiques qui ont atterri au Québec. Pourquoi qu'il y a des êtres cosmiques qui vont aller chercher de la chaux, ils vont aller chercher certaines pierres comme de la métisse un peu, ils vont aller chercher de la fluorite. Parce que dans mon... Oui, des quartz, de la fluorite, ça bien intéressé par ça. Puis justement, dans mon coin, j'ai découvert des carrières de fluorite. Puis là, je suis en train d'accumuler beaucoup de preuves, parce qu'il y a des vaisseaux qui ont atterri dans ce coin-là, il y a des drôles de traces de pas. En tout cas, je suis en train de m'amuser avec ça. Fait qu'Henri Bordelot, lui, il dit que il y a des drôles d'êtres cosmiques qui ont été aperçus. Ça ressemble à des sauterelles, tu sais, ça, c'est pas bien bon, des mantes religieuses. Il y en a qui ressemblent à des crapauds. Il y a des nains cosmiques qui étaient aperçus à Ferme-Neuve, pas Terre-Neuve, mais Ferme-Neuve. Des êtres géants qui ressemblent un peu à des centauriens, qui mesurent 7 pieds de haut. C'est dans la région d'Emigford, au Québec, au sud, vers la frontière américaine. Cette valeur, ça ne continue pas. Selon Henri Bordelot,
les êtres cosmiques sont très intéressés par des nappes et des cours d'eau, des sources d'eau, mais pas n'importe quelles. Ils ne vont pas à Saint-François d'Aricana, ça c'est l'eau naturelle, pas naturelle, mais en tout cas l'eau de source. Ils sont intéressés par certaines eaux sources comme Mont-Belair, proche de Québec, pas loin de Valcartier. Sont intéressés par du sodium, du sel qu'on trouve à certains endroits au Québec. Puis ils vont repartir avec des gargaisons de sel ou de pierre. Fait qu'ils sont très intéressés par certains produits qu'on a au Québec. Ils ne sont pas intéressés par le lithium. Je ne sais pas pourquoi. Il y a Christine qui dit que c'est bizarre parce que cette histoire, même les morts et pas les animaux. Enquête à approfondir, je pense. Il y a eu un cas, mine de McWaters en Abitibi, 8 km de Rouyn-Noranda. La témoin s'appelle Hélène R., habite Noranda. Elle a 14 ans, le 17 février 1973. Pour son anniversaire, ses parents lui ont permis d'apprendre à conduire la motoneige de la famille. Oh, ça, c'est intéressant. Ça. La soirée est particulièrement douce pour un mois d'hiver. Puis ça sera comme ça toute l'année. La température sera très clémente. Hélène, avec son frère Ronnie, 14 ans, et Jacques, 13 ans, 7 copains de ceux-ci, dont l'âge varie de 13 à 16 ans, partent en excursion en skidoo, en motoneige, aux environs de McWaters. Comme elle n'est pas très habile dans la conduite du petit véhicule, elle se contente de suivre prudemment le groupe de garçons en file indienne. Il est à peine 21 heures. Brusquement, surgit de l'arrière du groupe un énorme phare les éclaire tout entiers. Un des garçons dira, lorsque cette lumière fut au-dessus de nous, elle brillait de façon si curieuse que je ne peux la comparer à rien que j'ai déjà vu. Il ne sait pas c'est quoi. Nous avons continué car nous pensons qu'il s'agissait d'un spot, un projecteur d'avion volant très bas. Une fois que la lumière s'est éloignée en projetant des rayonnements intenses sur tout le paysage, les adolescents, qui ne sont pas trop impressionnés, décidèrent de faire une compétition avec leur véhicule. Les motoneiges ronronnent à qui mieux et partent dans la nuit. Hélène ne les suit pas. Elle n'est pas assez sûre d'elle-même parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience pour conduire le skidoo, fait qu'elle n'est pas à l'aise de faire une course avec ses frères et les autres amis qui sont là. Elle range sa motoneige sur le bord du sentier, parmi les arbustes. Elle voit la lumière qu'elle estime à 20 mètres de diamètre passer au-dessus de sa tête. Avant qu'elle n'ait eu le temps de se retourner, la lumière a cessé d'éclairer d'un coup. Fait que la lumière a arrêté d'éclairer. Surprise! Hélène se retrouve dans une obscurité relative dans laquelle elle doit se réhabituer avec ses yeux. L'étonnant passé, elle décide de revenir sur ses pas pour aller voir où cet avion, elle pense que c'est un avion, a bien pu tomber. Elle fait à peine 160 mètres sur le sentier, arrête son véhicule et s'avance dans la forêt à la recherche de l'objet. Elle est courageuse en maudit, parce qu'elle est seule là-dedans. Là. Elle pense distinguer une énorme masse sombre à quelques 16 mètres d'elle, mais la nuit n'est pas assez claire pour qu'elle puisse en être sûre. Hélène a à peine fait une dizaine de pas qu'une main la saisit au menton et cherche à l'entraîner par derrière. C'est une main aux doigts durs et froids qui semblait mal articulée. Sur le moment, je n'ai pas eu peur, car je me suis dit que c'était mon frère de 13 ans, Jacques, qui accompagnait mon frère Ronnie et moi. J'ai pensé qu'ils étaient revenus en motoneige en faisant un détour par en arrière pour me faire peur. C'était pour cela que ça m'amusait plutôt que ça m'effrayait. Mais en repensant plus tard, je suis sûr qu'il s'agissait d'une main qui paraissait très petite.
Elle me serrait brutalement et mon menton appuyé sur ma gorge commençait à m'étouffer. Et je ne trouvais pas ça vraiment drôle. Pensant que c'était toujours mon jeune frère, je me suis brusquement dégagé et j'ai dit en même temps « Lâche-moi, tu me fais mal! » L'agresseur, repoussé, brutalement tomba assis dans la neige. Et Hélène se retourna pour les examiner. Sur le coup, elle ne vit rien du suspect, mais ce n'était pas pourtant son frère et elle comprit vite. Il semblait s'agir d'un garçon, mais très petit, d'environ 7 ans. C'est du moins ce qu'elle crut. Pourtant, des détails insolites attirèrent aussitôt son attention. Il portait un événement colique. Il portait un vêtement très collant et qui me semblait trop peu chaud pour la température de février. Fait que, tu sais, l'être n'était pas grand. Il portait un vêtement, mais pas assez chaud pour l'hiver. Son casque protecteur me semblait entourer toute sa tête jusqu'aux épaules. Un commencement de peur me prit. Je décidai d'en avoir le cœur net. Je me précipita vers le coffre de la motoneige car je me souvenais qu'il y avait une lampe de poche à 2 piles que mon père nous obligeait à avoir toujours avec nous par précaution. Hélène prit la lampe de poche, l'alluma et en dirigeant le faisceau vers le petit homme. Ce qu'elle vit lui glaça le sang dans les veines. L'être s'était relevé, venant vers elle avec lenteur. Il semblait avoir de la difficulté à se mouvoir et jetait son corps en avant comme si l'entraînement de son buste lui aidait à mouvoir tout son corps. Fait que, il avait pas que la misère à marcher, mais que quand il marchait, il se donnait comme des mouvements de son corps. Il mesurait peut-être 1,10 m à 1,20 m. Ses vêtements de couleur sombre lui enserraient tout le corps et semblaient plaquer. Les vêtements semblaient comme, comment je peux dire ça, serrés sur lui. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu sais, ceux qui ont des cerceaux autour du corps, là. Ouais. Du walla up, ouais, c'est ça. C'est comme si tu faisais du walla up en marchant, tu sais. C'est sûr. Ben, écoute, ça continue. Une minute, 2 pages. Ben, au pire, je vais continuer la prochaine fois. OK. Ah oui, c'est vrai. Ça ressemble à ça. Ben là, j'ai fermé mes livres, puis ça. Je vais continuer la prochaine fois. Mais tout ça est-il que le cas d'Hélène, c'est un très bon cas. Parce qu'écoute, elle se sent grippée par en arrière. C'est une main qui est mal articulée. Puis je sais, Jean Ferguson l'a conté souvent, cette histoire-là, parce que c'est assez incroyable. Parce qu'elle voit un vaisseau, puis elle voit un être après ça. Puis qu'est-ce que j'ai su de Jean Ferguson, c'est que plus tard, des mois après, des années après, il y a eu des cas semblables, qu'il y a des gens qui faisaient du skidoo. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui était assis en arrière du skidoo. Là. Il y avait un être qui était là, puis là, il y a un témoin qui disait je me rappelle pas d'avoir arrêté mon skidoo. C'est comme s'il avait sauté sur le skidoo, tu sais, puis il essayait d'arrêter les gens. Puis il y a des gens qui ont disparu, des missing time, puis ont réapparu une couple d'heures après. Tu sais. Fait que c'est qui ces êtres-là? C'est bizarre. Ils ne sont pas tellement grands parce qu'un mètre 10, un mètre, c'est pas grand, là. C'est vraiment pas grand. Jean Ferguson, à un moment donné, il a trouvé un être qui était mort. Un autre qui était blessé parce que ces êtres-là se sont fait attaquer par des loups en Abitibi. Je ne me rappelle pas où exactement. Il y avait des loups qui avaient attaqué ces êtres-là, puis ces êtres-là se sont défendus. Fait qu'il y en a un qui était décédé. Puis il avait dit « Je vais revenir le lendemain, je vais essayer de récupérer le corps. » Puis le lendemain, le corps avait disparu. Puis les Amérindiens du secteur avaient dit que il y a une espèce d'équipe de l'armée canadienne qui est arrivée, puis ont récupéré le corps du blessé, puis tout ça, puis disparaître les traces, parce que c'est un liquide de vert
chlorophylle, possiblement, qui avait été retrouvé sous la neige. Fait que les Amérindiens disent qu'il y a souvent des êtres cosmiques incroyables qui se manifestent dans ce secteur-là de l'Abitibi, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, jusqu'à Chibougamau, Shawinigan, Latuc. Il y a des affaires bizarres qui se passent dans ce coin-là. Moi, je vois souvent des vaisseaux. J'entends souvent des observations d'ovnis. Ça part du fleuve, à peu près, là, si tu veux, puis ça s'en va vers le Grand Nord du Québec. Mon micro était fermé tantôt, je parlais. On s'entend de même, mais c'est vrai avec les écouteurs, quand on les a pas sur la tête... J'ai envie, je t'ai écœuré, ça me donne mal aux oreilles. C'est parce qu'on n'entend pas si... Oui, mais tu n'as même pas 2 secondes parce que Oui, 2 secondes. Raymond, pourquoi que tous les ufologues, à chaque fois qu'on parle d'OVNI, ils parlent d'armée, eux? Ils disent il y a l'armée... Oui, la défense canadienne, la défense nationale. Pourquoi l'armée, elle est... C'est parce que la défense canadienne, on va essayer de faire ça vite, là. Ils ont une section, pas une division, mais il y a une section d'enquête que s'il y a un ovni qui s'écrase, où ils voient de quoi, où ils entendent de quoi, ils sont capables d'aller sur le terrain puis de récupérer l'objet ou un être ou tout ça. Là. Mais les États-Unis sont plus équipés que nous autres pour ça. Là. Oui, mais ils veulent dire qu'il y a une section comme l'armée qui est à cet endroit-là. Ouais. C'est pour ça qu'on voit des ovnis à cet endroit-là. Oui. L'armée canadienne savent très bien qu'il y a des endroits au Québec ou au Canada qui se passent des affaires bizarres. Puisqu'aujourd'hui, avec les satellites, les radars, ils voient beaucoup plus de choses, évidemment. Fait qu'ils sont équipés, il y a des scientifiques qui travaillent pour eux, il y a des bases au Canada qui sont équipées, qu'ils reçoivent l'OVNI, puis c'est ça, c'est terminé, voilà. On défonce, oui, comme merci. Comme d'habitude, on défonce. Puis merci beaucoup. La suite, décembre prochain. Merci à tous les auditeurs pour vos questions, commentaires. Désolé, on ne peut pas tout lire ce qui reste, donc... bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre bonne émission, tant de la zone insolite que zone parallèle. Restez là pour de la bonne musique parce que tantôt, c'est le Party 969 qui commence. Vous allez avoir de la bonne musique dance. Fait que bye tout le monde, bonne semaine. Bye. Corrupt in the building. CJ, MD, 96.9 FM. Dog Pound in the building. Check this out. C'est la rentrée chez Viva. Offrez-vous l'épilation définitive avec le laser Triton, la technologie